Donc, on va pouvoir commencer. Je vous invite à prendre place, vous installer. On va débuter la soirée. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de prendre votre temps ce soir pour participer à cette séance d'information. Alors, je m'appelle Sonia Dumont, je serai votre animatrice pour la soirée. J'aime préciser que je suis une facilitatrice indépendante, que mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre de ce soir. D'ailleurs, je m'engage toujours à faciliter les rencontres dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à agir de manière respectueuse et équitable envers les participantes et les participants et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. La rencontre de ce soir a pour but de vous fournir de l'information sur le projet Griffintown, plus particulièrement de vous présenter un bilan des travaux réalisés en 2024, ainsi que de ceux à venir, de répondre bien sûr à vos questions sur le sujet. Il y aura une bonne période de questions qui est prévue ce soir. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. On va passer une partie de la soirée ensemble. Vous aurez déjà remarqué que je ne suis pas seule à l'avant. Je suis accompagnée de plusieurs, en fait, les professionnels sont assis à l'avant, mais également les élus sont présents avec nous ce soir. Alors, permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, nous avons avec nous M. Benoît Doré, qui est assis dans la salle tout près de moi, qui est maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques, c'est un long titre, et des projets immobiliers stratégiques, ainsi que membre du conseil d'agglomération. Donc, bonsoir, M. Doré. On a également assis juste à côté de M. Doré, Mme Tan Chanli, qui est la conseillère d'arrondissement pour le district Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Maintenant, avec moi sur la scène, alors juste, la personne qui me regarde, c'est Mme Anjali Mishra, qui est chef de division au Grand Projet à la Ville de Montréal. Juste à côté d'elle, on a Mathieu, c'est bien Mathieu, oui, M. Mathieu Beauregard, qui est ingénieur, chargé de projet en génie civil à la division aménagement des espaces publics et réalisation, service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Ensuite, à côté de M. Beauregard, on a Mme Amélie Bergeron, qui est, elle, chargée de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité. Ensuite, je vais comme sauter quelques personnes juste pour vous présenter au bout complètement. On a Mme Marianne Bourque, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications à la Ville de Montréal. Puis là, je reviens. Juste à côté de Mme Bourque, on a M. Christian Bissonnette, qui est directeur à la direction des travaux publics pour l'arrondissement. Donc, vous comprenez un petit peu ma pirouette, donc pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Et juste à côté de M. Bissonnette, nous avons M. Martin Paré, qui est chef de division à la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine à l'arrondissement du Sud-Ouest également. Et je sais que nous avons aussi dans la salle Mme Catherine Tcherneva, qui est chef de division à la mobilité et planification des déplacements, également pour l'arrondissement. Alors, ces personnes-là auront l'opportunité d'intervenir tout au long de la soirée. Permettez-moi de vous présenter le programme de la soirée. La rencontre se déroulera de la façon suivante. Donc, tout de suite après mes mots d'introduction, nous aurons l'allocution de M. Benoît Doré. Ensuite, c'est beau, j'allais appuyer. Ensuite, le projet Griffintown vous sera présenté par les professionnels de la Ville, donc plus particulièrement une présentation du bilan des travaux 2024 et le suivi des travaux en cours, ainsi que le bilan du projet et aménagement des parcs et places publiques à venir, et finalement les communications qui sont utilisées avec vous, la population. S'en suivra, comme je le mentionnais tout à l'heure, une période de questions et nous terminerons avec un mot de conclusion de Mme Tan Chanli, qui est la conseillère de l'arrondissement. Pour les personnes qui sont présentes dans la salle, à la suite de cette présentation, de ces questions, vous avez peut-être déjà remarqué, à l'entrée, il y a des kiosques. Alors, vous aurez l'opportunité de poursuivre vos échanges aux différents kiosques qui sont disponibles à l'extérieur de la salle.
J'ai encore quelques consignes avant qu'on puisse débuter. Donc, j'aimerais vous partager quelques principes de base pour qu'on ait un bon déroulement ce soir. La présentation sera livrée en français. Si une question est posée en anglais, elle sera répondue en français. So tonight's presentation will be conducted in French, but you are more than welcome to ask your question in English if you wish so. La séance de ce soir est également enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca, projet Griffintown. Donc, cette séance est également offerte en format hybride. Donc, c'est pour ça qu'on est filmé ce soir. Et nous avons des participants qui sont présents maintenant en ligne. Alors, pour les participants qui sont présents en ligne, c'est à vous que je m'adresse. Donc, je vous informe que par défaut, vos micros sont éteints durant la séance et tel qu'annoncé, vous ne pourrez pas intervenir durant la séance. Mais bien évidemment, vous avez pu poser vos questions au moment de votre inscription et sachez que nous en avons tenu compte. Et comme je l'ai mentionné, à la fin de la présentation, il y aura une période de questions. Je vais déjà vous donner les consignes de base, mais je vous les rappellerai au moment opportun. Au moment de la période de questions, je vais donner la parole aux participants qui souhaitent poser des questions dans la salle. Je vous inviterai à ce moment-là à vous mettre en file derrière les 2 micros qui sont déjà installés et j'alternerai entre les questions de la salle et les questions qui ont été posées à l'avance. Donc, gardez en tête que cette rencontre vise à vous présenter le projet Griffintown et de ce fait, seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et en lien avec le projet présenté ce soir seront répondues. Sachez aussi que les intervenantes et les intervenants présents ce soir vont faire de leur mieux pour répondre à vos questions. Mais il est possible que certaines réponses ne soient pas disponibles ce soir. Alors, si c'était le cas, sachez que vos réponses vont vous être transmises ultérieurement par courriel. Donc là, je sais que je vous ai dit beaucoup d'informations. Je vais vous remémorer ça au moment de la période de questions. Alors, sans plus tarder, je vais céder immédiatement la parole à M. Benoît Doré, qui est le maire de l'arrondissement. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci de répondre encore une fois présent et présente à l'invitation qui est devenue un peu une tradition dans Griffintown et ici même aussi à l'ETS. Alors, 2 fois par année, on tient à faire état des avancées de votre quartier, que vous habitez soit depuis peu ou soit depuis plus longtemps. Je vous apprends rien, là. Griffintown, on rebâtit vraiment la ville sur la ville. On n'est pas parti d'une emprise vierge, d'une ancienne emprise industrielle, comme ça arrive dans d'autres villes, où on se dit, bon, ben, on a un ancien gros terrain et puis on part de rien et on avance. Dans votre coin, ben, vous le savez, on a de vieux bâtiments, certains sont d'intérêt, d'autres sont voués à de la démolition, de la déconstruction, je devrais plutôt dire, et on va requalifier au complet le domaine public. C'est important. Donc, on est à un peu plus de la moitié du chemin en ce qui est du développement résidentiel. Et même chose sur le PPE Griffintown qui a maintenant 11 ans. Puisqu'on a adopté à l'automne, fin de l'été, début de l'automne 2013, le programme particulier d'urbanisme de Griffintown. Donc, c'est un moment privilégié pour que les gens de la ville-centre et les gens également de l'arrondissement viennent vous faire état des avancées, des investissements, ce qui a pris du retard, ce qui est dans les temps, où est-ce qu'on s'en va exactement, comment ça s'est passé cette année, etc. Si on fait un petit récapitulatif, malgré le fait que le PPU Griffintown ait 11 ans et quelques mois, ça fait quand même depuis 2005 qu'il se passe des choses dans ce qui est devenu le territoire de Griffintown. En près de 18-19 ans, avec les premières avancées en fait de Prével dans les Launay, puisque c'est vraiment avec ce promoteur-là qui a eu un intérêt pour ce coin de la ville, bien, c'est 70 projets résidentiels, ou en fait mixtes, parce qu'ils ne sont pas tous à 100% résidentiels, qui ont été complétés.
Actuellement, il y en a 6 qui sont en chantier. Il y a une certaine accalmie. Vous savez, c'est un peu, c'est un peu difficile pour les différents promoteurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient communautaires. Les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Les matériaux de construction qui ont vu leur prix exploser durant la COVID, même si ça redescend un peu depuis 18 mois, même si les taux d'intérêt commencent à diminuer dans les derniers mois également. Il en reste pas moins que pendant un certain temps, c'était plus difficile. Donc, il y a 6 projets qui sont actuellement en chantier dans votre secteur, mais il y en a 18 qui sont à l'étude. Et là, à l'étude, il faut comprendre qu'il y a des gens qui viennent déposer quelque chose en disant est-ce que ça fit? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est dans les vues du PPU? Et ça, ben, regardez, ça fonctionne, mais on voudrait voir c'est quoi le chemin exactement. Il y en a 18. Il y a des projets communautaires également qui sont là, notamment le projet Utile, vraiment, qui est un projet de logements sociaux. On parle de logements étudiants abordables sur la rue de l'Inspecteur. Donc, c'est un très grand, ce sera le plus gros projet actuellement dans l'arrondissement pour ce qui est du logement hors marché. Depuis 2005, là, c'est près de 12 000 unités résidentielles qui se sont construites dans un peu plus d'un petit kilomètre carré. Alors, ça en fait un secteur quand même assez dense et c'est environ 19 000 personnes maintenant qui sont dans ce secteur-là. Alors, vous comprenez qu'on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'attentes et vous, nécessairement, vous dites, ben moi, je veux savoir est-ce que ça avance? Quand j'ai décidé d'investir, quand j'ai décidé de venir m'établir dans ce secteur-là, je croyais que ce soit quelque chose qui serait intéressant, où j'aurais une propriété qui prendrait de la valeur. Je savais que je viendrais m'établir également dans un coin où il y aurait des chantiers pendant près d'une vingtaine d'années, facilement, mais, et ça continue. Donc, on veut le faire comme il faut. On veut le faire comme il faut. Je vous rappelle que cette année, on a procédé aux modifications réglementaires qui était nécessaire suite à la consultation publique faite par l'Office de consultation publique de Montréal. Ça a été un grand succès. Beaucoup de gens de Griffintown se sont déplacés dans les différents ateliers, les différentes soirées d'information, les visites sur le terrain également, et qui ont mené à des recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal que nous sommes à mettre en branle. On se rappellera que dans son rapport, l'OCPM nous disait qu'il fallait accélérer les processus décisionnels pour Griffintown. Il fallait vraiment être capable d'accélérer la cadence pour un certain nombre de projets. La mise en valeur du patrimoine et de la culture également. Il y a une histoire riche, c'est une histoire industrielle, mais il n'en reste pas moins que c'est une histoire qui est riche, capitalisée dessus. Nécessairement, la culture est toujours un moteur important de développement économique. On y croit à la ville, on y croit beaucoup dans le sud-ouest. Et vous avez dit aussi que vous y croyez, donc l'Office a repris ça également à son compte. L'Office nous a parlé également de la diversification des logements, s'assurer qu'il y en ait pour tous, avec du cadre bâti qui soit différent aussi, et l'approche par projet particulier qui avait été privilégiée au départ en 2013, bien, de la revoir parce que 10 ans plus tard, ce n'était plus la bonne stratégie pour avancer. Alors, c'est ce qu'on a fait cette année à l'arrondissement. On a mis en branle des modifications réglementaires pour le programme particulier d'urbanisme, le règlement d'urbanisme aussi, parce qu'il y a toujours 2 couches. En fait, il y en a plus que ça, mais contentons-nous de 2 couches d'urbanisme. Et le règlement également sur les usages conditionnels. Ça va nous permettre, ces modifications-là, de mettre fin à la procédure d'autorisation par PPC-MOI, qui était fastidieuse, qui était plus longue et qui faisait en sorte qu'on n'arrivait pas à faire atterrir de bons projets immobiliers. On maintient, ceci dit, c'est important de maintenir la densité. Vous nous avez dit, c'est correct de moduler les hauteurs, mais la densité, là, le temps qu'on est avec le PPU, on veut maintenir, c'est ce qu'on a fait. On a maintenu les densités également. Et on maintient quand même un levier discrétionnaire. Vous savez qu'on peut toujours faire du normatif. Donc, autrement dit, ça vient, on regarde est-ce que ça fit dans toutes les cases exact, puis on ne regarde pas autre chose que des règles strictes. Et on est capable d'utiliser également des outils urbanistiques dans lesquels on a un levier discrétionnaire. Donc, autrement dit, porter un jugement qualitatif également au projet. Donc, ça, c'est maintenu et accélérer nécessairement l'autorisation des projets. Alors, ça va avancer. D'ailleurs, au conseil d'arrondissement de demain, il y aura un premier projet là, qui va avancer dans ces nouvelles conditions-là. Qui dit Griffintown dit différents chantiers,
des chantiers de la Ville de Montréal, des chantiers de l'arrondissement, des chantiers des pouvoirs publics. Donc ça veut dire hydro, gaz, donc énergie, etc. Donc il y en a beaucoup, Commission des services électriques. Il faut bien coordonner tout ça pour vous aider à bien comprendre où sont les chantiers, qui en a l'autorité, donc qui en est responsable. À l'arrondissement, on a développé une carte aussi des chantiers. Donc, avec les différents tenants et aboutissants. Puis pas juste pour Griffintown, pour l'ensemble de l'arrondissement, mais si vous êtes quelqu'un de Griffintown, vous vivez particulièrement différents chantiers de toutes sortes. Alors, vous êtes capable de mieux naviguer là-dedans. Vous allez voir plusieurs affaires, y compris parfois des réfections mineures de trottoirs. Alors, il y a des trottoirs qui, un jour, vont faire en sorte d'être revus complètement selon le nouveau modèle Griffintown qu'on voyait tout à l'heure, avec du pavé granitique, entre autres. Mais par le temps qu'on arrive à ça, bien, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des patchs d'asphalte. Alors, on a prévu différentes réfections de trottoirs. C'est important de voir l'ensemble de ces choses-là. Je veux vous mentionner également, en terminant, que pour vous, on sait que la question de la propreté, c'est important. Quand on vit dans un quartier établi, moi je vis dans Saint-Henri, alors il y a un peu de développement, mais c'est rien de comparable. Il y a d'autres élus qui vivent dans Ville-et-Mort, dans Côte-Saint-Paul, des petits projets d'insertion. C'est plus facile de maintenir la propreté. Quand on est dans un secteur comme Griffintown, où il y a un paquet de gens qui ont toutes sortes de chantiers, puis c'est tenu de toutes sortes de façons, puis des promoteurs, des fois privés, qui... C'est une question parfois de profit, tourne un petit peu les coins ronds, bien, sachez qu'on a mis en place vraiment des veilles en inspectorat. On a fait en sorte également de faire différentes corvées par les travaux publics et on pense que ça a eu un effet d'entraînement. Il y a plusieurs citoyens qui ont décidé aussi d'investir dans leur coin en se disant, bien, la ville est venue, c'est pas mal plus propre, ça semble être bien tenu, on va essayer de faire notre devoir civique. Parce qu'il n'y a rien de mieux, on aurait beau mettre des cols bleus 24/7, là, il n'en reste pas moins que c'est l'esprit civique. Hein? Vraiment faire en sorte de dire, j'attends la prochaine poubelle. On a ajouté des poubelles également. Donc, à des gens qui disent, on enlève des poubelles à la ville, pas dans l'arrondissement du Sud-Ouest. D'ailleurs, j'en vois pas dans d'autres arrondissements non plus. Mais dans le Sud-Ouest, on ajoute des poubelles. Alors, on est vraiment à votre écoute. On veut multiplier les endroits où on peut faire en sorte que ce soit propre. Je termine vraiment en vous mentionnant que après un long processus, parce qu'on voulait vraiment le développer avec vous, on a mis en place à l'arrondissement le plan local de déplacement. Ça, c'est vraiment important. On voulait le travailler avec vous. Ça veut dire quoi, un plan local de déplacement? Mais ça veut dire un document maître, un document qui dit que pour les 10 prochaines années dans l'arrondissement, dans nos différents quartiers, comment on va s'assurer, dans le fond, des déplacements qui soient sécuritaires, des déplacements qui soient décarbonés, qu'on valorise les déplacements actifs, qu'on valorise le transport en commun également. Donc, autrement dit, là, faire en sorte qu'on se déplace pour l'ensemble de nos besoins de façon sécuritaire et fluide. Je vous fais grâce de l'ensemble des interventions, des 4 axes, des objectifs qui sont au nombre de 13, des 44 actions, etc. Tout ça, c'est sur le site Internet. Mais comme gens de Griffintown, ça devrait faire écho à votre réalité et à vos besoins quand on parle de favoriser une logique, là, une logistique urbaine décarbonée. Donc, dans les camions, les aires de camionnage, etc. Donc, la desserte, s'assurer de la logistique urbaine, l'augmentation de la fréquence également du transport collectif, la gestion du stationnement également, donc une réalité dans Griffintown, la mobilité durable également. On requalifie énormément le domaine public dans Griffintown parce que c'est contributif vraiment à ce qui est en train d'être fait. Alors, on veut vraiment faire en sorte que vous en profitiez au maximum. Et je termine toujours 2 fois, donc je termine pour vrai cette fois-là, en vous disant qu'il y a d'autres projets également qui avancent pour faire de Griffintown un quartier complet en matière de vie communautaire, de vie culturelle. On travaille à vraiment faire en sorte que ça débloque le projet MR63 à la place William Dare. C'est un projet que vous attendez, un projet de signature important. Et les anciennes Vespasiennes également du Square Galerie. C'est une entente que nous avons signée avec le promoteur de Vimco et ça arrive, on va le faire atterrir très bientôt. Alors, vraiment, j'espère que c'est des nouvelles qui vous encouragent à travers les différentes difficultés que vous pouvez vivre, mais également des choses qui font en sorte que vous aimez votre coin, votre quartier.
Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup tout le monde. Donc, merci beaucoup, M. Doré. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Anjali Mishra, qui est chef à la division des Grands Parcs. Bonjour à tous, bonsoir. Merci énormément d'être avec nous dans cette saison de fête de fin d'année pour venir célébrer la fin de la saison des chantiers et tout ce qu'on a pu accomplir cette année. Vous avez une merveilleuse introduction par rapport au projet de la part du maire Doré, mais permettez-moi de vous rappeler qu'on est vraiment en train de faire un projet urbain qui va venir accueillir des dizaines de milliers de résidents. Et pour pouvoir vous accueillir dans un quartier complet, il faut qu'on mette à jour vos infrastructures. Il y a encore des canalisations au début du projet qui dataient des épidémies de typhus des milieux du 19e siècle. Ce sont ces infrastructures-là en priorité qu'on vient mettre à niveau. Donc moi, je vais commencer avec les infrastructures du réseau routier avant de passer la parole à mes collègues M. Beauregard puis Mme Bergeron pour qu'ils vous parlent un petit peu plus de ce qui se passe au niveau des espaces verts. Donc, vous avez ici la carte avec 3 projets plus significatifs, mais j'attire votre attention avant de commencer à parler des projets spécifiques sur la rue Wellington. La rue Wellington, nous, suite aux nombreuses demandes qu'on avait eues au niveau de la qualité de la chaussée, on est venu, tel qu'annoncé au printemps, vous faire un revêtement au niveau de la surface de roulement pour éviter les désagréments que vous aviez eus au niveau du bruit. Ce n'est pas l'aménagement final, mais on espère au moins que ça va aider à limiter les désagréments dans le quartier. Parlons donc des chantiers un petit peu plus envahissants que vous avez eus dans les dernières années. Le premier chantier dont je vais vous parler, c'est celui de la rue des Bassins, entre Square Galerie et de la rue Rioux, entre Ollier et Square Galerie. Donc, vous aviez 2 segments. Un premier segment où on avait déjà enfoui les infrastructures sur la rue Ollier, où, comme vous le voyez dans l'image de gauche, on est venu construire des fosses de plantation. On est venu vraiment créer les trottoirs permanents et vous avez aussi sur la rue des Bassins un certain nombre de travaux d'infrastructure qu'on n'avait pas pu faire quand on était venu précédemment, qu'on est venu compléter. Je tenais à souligner aussi dans notre processus, vous êtes nombreux à nous demander comment ça se fait que des fois, après un chantier, il reste encore des poteaux électriques. Alors vous le voyez dans un cas comme celui-ci, on a construit des massifs électriques, ce sont des massifs d'éclairage. Dans le contexte de la rue des Bassins, on avait en fait déjà construit les massifs, donc les conduits qui sont sous la rue, où on peut venir mettre les câbles de télécommunication et d'électricité. On a donc attendu ensuite que tous les câbles qui viennent vous alimenter aient été enlevés pour venir enlever les poteaux et faire cet aménagement final avec, vous aurez dès l'année prochaine plus de verdure, les arbres sont plantés, les végétaux et quelques grilles d'arbres arriveront au printemps l'année prochaine, et avec l'installation ou la mise en service, devrais-je dire, de la bande de recharge électrique sur la rue des Bassins et puis la station Bixi, vous aurez donc un aménagement de surface complété dans ce tronçon-là. Ça m'amène au prochain chantier de la rue Young, qui d'ailleurs a eu un défi similaire avec la rue des Bassins. Dans les 2 cas, vous êtes nombreux à avoir dû être relocalisés au niveau du stationnement souterrain, plus de 200 dans chacun de ces chantiers-là qui avaient eu vos accès interrompus. On vous remercie beaucoup pour la patience que vous avez eue d'ailleurs dans le cadre de ces chantiers-là. On sait que c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir entrer sa voiture chez soi, mais malheureusement, quand on a vraiment à faire des entrées charretières devant chez les gens, on n'a pas d'autre choix. Dans le cas de la rue Young, vous avez ici des images du produit fini. Un autre chantier qui se conclut cette année, sauf quelques corrections de déficience, avec là aussi, dans la partie sud, entre William et Wellington, des trottoirs qui a priori seront définitifs, mais dans ce cas-ci, il reste encore des poteaux électriques, vous allez me dire. C'est parce que dans ce cas-ci, par rapport à la rue des Bassins, on venait construire les massifs électriques qui serviront à l'enfouissement des fils. C'est dans cette logique-là aussi de ne pas vouloir détruire quelque chose qu'on vient de construire que dans la partie nord de la rue Young, entre William et Ottawa, ce n'est qu'un aménagement temporaire qu'on vous a construit. Cet aménagement temporaire-là, donc, deviendra éventuellement, comme dans la partie plus au sud, des trottoirs aménagés avec des fosses plantées, mais sachant qu'il y a un parc qui s'en vient à proximité avec MR63, puis plusieurs projets privés aussi qui s'en venaient. On voulait éviter de construire quelque chose qui serait tout de suite esquinté par les travaux à venir.
On en a profité aussi, tant qu'à être sur la rue Yonge, de s'assurer de terminer le petit bout de la rue Ottawa entre Yonge et Peel et de terminer aussi l'aménagement de surface directement au sud de la rue Ottawa où il restait des pavés à placer qu'on n'avait pas pu faire parce qu'il y avait un chantier de promoteur. En fait, le chantier de la rue Yonge est un de ces exemples où nos employés ont dû vraiment faire preuve d'énormément d'agilité avec le nombre de chantiers privés qu'il y avait de part et d'autre de nos chantiers de construction. On a vraiment dû adapter nos phasages pendant la construction pour s'assurer de venir travailler le plus vite possible, mais dans le respect de tous les autres éléments qui devaient se passer en même temps, puis notamment de s'assurer que la caserne de pompiers au coin des rues Yonge et Ottawa puisse elle aussi continuer à fonctionner pendant toute la durée du chantier. Ça permet aussi d'étendre un petit peu la piste cyclable de la rue Ottawa jusqu'au rêve de la rue Peel pour assurer une connectivité au niveau de ce bout-là des sentiers cyclables. Je vous amène enfin au chantier de la rue William, dont je vous parlais au début de l'année parce qu'on avait rencontré un certain nombre de difficultés notamment liées à tout ce qu'on avait trouvé dans le sous-sol, donc une contamination beaucoup plus élevée, mais c'est quelque chose que vous entendez fréquemment dans notre quartier, mais aussi des conduits reliés à la Montreal Street Railway, où on se posait la question à savoir quel genre d'électrification il pouvait y avoir, donc des grands questionnements, et puis le chantier de la rue William, vous rappellerez que c'est un chantier d'infrastructure qui vient grossir nos canalisations d'égouts pour nous assurer, là aussi, d'avoir une capacité en termes d'infrastructure pour desservir tous les gens du quartier. Malgré cela, grâce aux efforts de nos équipes, nous avons pris de l'avance dans le cadre du chantier de la rue William. Donc, nous ne terminerons pas à l'été 2025, mais nous avons quasiment tout terminé. Donc, c'est une bonne nouvelle que je peux vous annoncer. Il reste des corrections de déficience du mobilier à installer. Il y aura donc des excavations ponctuelles pour venir corriger des petites choses, mais en principe, toutes les entraves significatives sont conclues et donc l'aménagement, qui est un aménagement de nature temporaire, est complété pour ce chantier-là. Donc, je vous disais que vous êtes là pour célébrer nos achats. Pour cette fois-ci, je peux vous dire même qu'on célèbre le fait qu'on a un chantier qui est terminé avec plusieurs mois d'avance. L'aménagement que vous voyez ici est un aménagement temporaire. Donc, j'ai mes collègues qui viendront vous parler aussi de ce que ça deviendra, parce que tant les rues Saint-Thomas que les rues William bordent l'îlot Saint-Thomas où il y a un futur parc. Donc, en ce sens-là, l'aménagement temporaire est là pour nous permettre, même si la géométrie est définitive, de ne pas abîmer les choses fraîchement construites quand on viendrait construire un parc à côté. Pour le tronçon de la rue William, qui lui se retrouve entre Saint-Thomas et Guy, là aussi, on est en temporaire, ça nous fait des très grands trottoirs, oui, mais c'est aussi parce qu'en faisant le calcul, en regardant ce qu'il y a qui s'en vient de part et d'autre de la rue, on s'est rendu compte que plus de 50% de la longueur du trottoir va devoir être détruite parce qu'il va falloir déplacer des entrées charretières et des éléments comme ça avec les nouveaux projets qui s'en viennent. Donc, encore une fois, on aurait préféré vous livrer un projet fini avec des fosses d'arbres, etc. Mais dans un souci écologique, dans un souci de mieux travailler et travailler plus rapidement dans les prochaines phase, on arrive avec du temporaire. L'un des désavantages du temporaire, par contre, c'est que tout le travail de nivellement des trottoirs entre les trottoirs et les pistes cyclables qui nous permettent d'éviter les pentes désagréables que vous avez à vivre dans les surfaces de roulement des pistes cyclables, on ne peut pas le faire. Si vous regardez ce qui a été fait sur la rue Ottawa et la rue Peel, vous remarquerez que ces différences de niveau-là, on les gère dans la bande où il y a des fosses d'arbres. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez, vous avez l'impression peut-être de monter, descendre des bosses quand vous serez dans la piste cyclable. C'est une situation qu'on espère avoir réglée, donc quand l'aménagement définitif sera fait. Voilà. Je passe maintenant au parc. Je vais commencer à mettre le bal avant de passer la parole à mon collègue, M. Beauregard. Donc, il y a 2 parcs sur lesquels nous avons travaillé cette année, le parc du Bassin à Bois, et nous avons aussi travaillé un petit peu sur la place William Dow. La place William Dow, ce sont des travaux d'archéologie et de décontamination qu'on a fait. Un petit chantier qui a duré à peu près 2 mois, qui a été fait en coordination avec le chantier de la rue Yonge pour vraiment venir préparer le terrain pour quand MR 63 commencera sa construction, puis ensuite au niveau du parc. Vous voyez aussi dans l'image, on a retrouvé beaucoup moins de poteries puis de vestiges par rapport aux fouilles antérieures, mais on a quand même retrouvé des murs de fondation au niveau des bâtiments civiques qui étaient là anciennement. Donc, ce sont des découvertes qui restent intéressantes par rapport au patrimoine puis par rapport à toute l'histoire du quartier qu'on souhaite mettre en valeur pour la suite. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue, M. Beauregard, pour la suite. Merci. Merci. Merci, Anne-Jolie. Bonjour tout le monde. Moi, je suis le chargé de projet qui s'occupe de l'exécution du projet du parc du Bassin à Bois. Parc, je vous ai déjà présenté au printemps. Là, dans le fond, vous savez tous, c'est l'aménagement
d'un parc qui inclut une patinoire réfrigérée et un pavillon de service dans lequel il y a les équipements de réfrigération, vestiaires, toilettes qui vont être disponibles pour le public. Et du côté sud de la rue des Bassins, c'est plus une zone de détente, là, activité calme avec des bancs, du gazon, des arbres, de l'aménagement plus doux. Ce qu'on a fait, les travaux ont commencé au mois de mai. Puis ce qu'on a fait et on est encore en train de faire, c'est la décontamination des sols. Puis là, j'avais mis terminé, mais finalement, peut-être que ça va finir plus en janvier parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Mais c'est le gros du travail qu'on a fait, c'est la grosse tâche qu'on a fait. Si vous êtes passé dans le coin, vous avez vu, il y avait des murs de soutènement. On a creusé à 7 mètres de profond pour retirer les sols contaminés. Il y a aussi eu, en préparation des travaux de structure, du battage de pieux pour le bâtiment, pour les fondations du bâtiment et de la patinoire aussi. Ça, c'est terminé. On ne fera plus de pieux. C'est terminé les bang-bang toute la journée. On a fait le branchement pour la conduite de drainage sur la rue William. On a commencé les interventions archéologiques sur les murs des bassins, les anciens murs du bassin qui sont en pierre. Et on a complété la structure, une grande partie de la structure du pavillon en béton, qui va d'ailleurs terminer. Là, on est supposé couler la dalle du toit du bâtiment la semaine prochaine. Fait que le gros du bâtiment va être fini. La structure du bâtiment va être terminée la semaine prochaine. Quelques photos du chantier. Tantôt, je parlais des murs qui ont permis de faire l'excavation en profondeur, 7 mètres de profond, en haut à gauche. À droite, vous pouvez voir, il y a un tamiseur. En fait, c'est que tous les sols qui étaient encore bons, qui étaient à des degrés de contamination qui permettaient leur réutilisation, on va les réutiliser pour remblayer l'excavation. Donc, il y avait un tamiseur sur place qui a séparé les sols, qui a enlevé les gros blocs, qui a rendu le sol plus apte à servir comme matériau de remblai. En bas à gauche, vous avez l'armature, la préparation de la coulée de la dalle de fondation du bâtiment. Puis à votre droite, une photo plus récente là, où on voit que les murs sont coffrés et puis le bâtiment est en train de monter tranquillement. Les travaux à venir, bon, premièrement, c'est un chantier qui n'arrêtera pas pendant l'hiver. On va continuer à travailler tout l'hiver. En janvier, on prévoit faire les branchements de service dans la rue des Bassins pour donner l'aqueduc, l'égout au bâtiment et une conduite de drainage également pour la partie sud. On va débuter, pas pendant l'hiver, mais, non, excusez, on va finir les travaux de la structure du pavillon, mais c'est en voie de l'être. Après ça, un peu plus tard, plus au printemps, mois d'avril, quand le dégel va arriver, on va débuter les travaux de structure de la patinoire. Puis après ça, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le crémage, donc aménager la patinoire comme telle, toutes les conduites de réfrigération, les systèmes mécaniques qui vont être dans le sous-sol du pavillon, puis tout l'aménagement du pavillon, là, les travaux d'architecture, la mécanique, l'électricité, tout ce qui est nécessaire à faire fonctionner un bâtiment. Et par après, le crémage, l'aménagement du parc comme tel, l'aménagement des trottoirs, des sentiers, le mobilier urbain, les plantations de végétaux, les arbres et finalement l'éclairage aussi. Puis pour ce qui peut perturber le voisinage, là, comme je disais tantôt, on doit faire des branchements de service dans la rue des Bassins. Ça va être fait en janvier, début janvier, à peu près 2 semaines, peut-être 3, dépendamment de la température. Et éventuellement, plus tard au printemps, quand on va faire les travaux qui sont vraiment adjacents à la piste cyclable du canal de la Chine, on doit fermer la piste cyclable pendant 2 semaines à peu près pour garder l'espace sécuritaire. Il va y avoir un chemin de détour, évidemment. Puis finalement, juste pour se donner, rêver un peu, dans à peu près 1 an aujourd'hui, on espère, si tout va bien avec le chantier, on espère pouvoir ouvrir la patinoire et que tout le monde puisse patiner à l'hiver 2026. Et voici la petite vue d'automne. Bon, les arbres ne seront peut-être pas aussi gros, là, mais éventuellement, ça va l'être. Alors, je passe maintenant la parole à Mme Bergeron pour la suite, pour présenter le restant des parcs à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous l'ont présenté mes collègues, 2024 a vraiment été une année charnière dans la transformation du quartier. C'est vraiment un pas de plus vers un quartier plus durable, habité, densément construit, tel que préconisé par le PPU.
le programme particulier d'urbanisme. La Ville maintient ses efforts pour verdir davantage le territoire, apaiser la circulation, offrir plus d'aménagements cyclables, les connecter, sécuriser les rues, puis accélérer l'aménagement des espaces publics. Où en sommes-nous dans la transformation du quartier? On est vraiment au cœur du processus. Donc, la Ville est intervenue sur près de 50% des rues du quartier. Seulement en 2024, ce que vous présentez ma collègue Anjali, nous sommes intervenus sur 1,2 km de rues pour les réaménager. Le réseau cyclable, au total, a été bonifié de 4,3 km. Donc, à chaque année, on offre plus d'opportunités en termes de mobilité active. Pour les parcs, bien, une importante superficie est en cours d'aménagement avec le parc du bassin à bois qui va vraiment contribuer à augmenter de près de 9000 mètres carrés la superficie des parcs dans le quartier. Comme vous avez pu le constater, il n'est parfois pas possible d'aménager de façon définitive les rues. Anjali Mishra vous l'a bien expliqué, mais je vais le réitérer. Donc, on souhaiterait vous présenter plus de verdissement, mais parfois, ce n'est pas possible. Par exemple, l'aménagement transitoire de la rue Williams, ça a été la stratégie qui a été retenue pour intervenir rapidement, pour mettre en place les infrastructures dans les bonnes dimensions, de les mettre à niveau, puis aussi d'initier tous les travaux d'enfouissement du réseau câblé. Dans les prochaines années, on peut quand même vous affirmer que cette stratégie-là va être moins requise. On va beaucoup plus miser sur le rehaussement du domaine public pour améliorer la qualité de votre milieu de vie. Pardon, je voulais juste terminer là-dessus. Donc, vous voyez, c'est quand même une perspective de l'aménagement définitif de la rue Williams. Donc, c'est ce vers quoi on tend à l'ultime. Donc, c'est important de le rappeler. On est ici, par exemple, à l'intersection de Williams et de la rue Saint-Thomas. Ce qu'on va privilégier, vous le voyez, c'est des larges corridors piétonniers, de l'aménagement cyclable, du verdissement, puis un traitement au sol qui permet de vraiment venir sécuriser et apaiser la circulation. Les travaux préparatoires qui ont été faits sur la place William-Dawe mèneraient à terme à cet aménagement qui est encore une fois le sujet à changement, mais ça vous donne une idée de ce vers quoi on tend. Donc, l'aménagement de la place William-Dawe, c'est une place publique qui va offrir différents espaces de verdissement, de socialisation, qui va permettre de s'imprégner de l'esprit du lieu comme un ancien pôle communautaire du quartier. Sur cette carte, on voit l'ensemble des parcs qui sont projetés dans Griffintown. On y voit, bon, tout d'abord, les parcs et les espaces publics existants, c'est ceux en vert foncé. Le parc du bassin à bois qui est en cours de travaux jusqu'en décembre 2025, l'année prochaine. Et les prochains parcs aménagés dans le quartier qui vont être le parc des eaux cachées, donc je vais parler un petit peu tout de suite après. La Placette Galerie, qui est en cours de conception pour un aménagement en 2026-2027, et la place William-Dawe, dont on planifie l'aménagement en 2027-2028, en continuité avec la construction du bâtiment à vocation culturelle qui est projeté. Pardon. On est très heureux de vous présenter les premières images du concept préliminaire du parc des eaux cachées. Ça va être le premier parc éponge de Griffintown. Donc, le concept reprend les principales composantes du concept qui avait été retenu à la suite de la démarche citoyenne de 2018. Le projet inclut par contre désormais l'aménagement des rues existantes, qui sont les rues du Séminaire, Saint-Thomas et Ottawa. Ce qui est prévu donc, en termes de parc éponge, c'est de créer un espace d'accueil et de rétention des eaux de pluie à titre temporaire. Donc, lors des forts épisodes de pluie, temporairement, l'eau pourra être recueillie, s'infiltrer, et ensuite, on pourra profiter du parc tel que prévu. La programmation du parc prévoit notamment, j'aurais aimé pouvoir le pointer, mais c'est un peu compliqué, mais on voit quand même au centre du parc la trace. Donc, c'est un long sentier en diagonale qui permet de rappeler, qui évoque en fait l'ancienne rivière qui y circulait. On a aussi une plaine multifonctionnelle qui va être aménagée avec des gradins qui vont permettre aux citoyens de profiter des activités et des spectacles qui vont y être planifiés. On a un espace boisé qui va vraiment créer le poumon vert du quartier, des sentiers polyvalents qui vont accueillir différentes aires de jeu et de détente, une œuvre d'art public également. Les rues du Séminaire et Saint-Thomas vont être fortement végétalisées avec le maintien des sens de circulation actuels. Des larges trottoirs toujours, une chaussée plus étroite et des aménagements cyclables. Pour toute question sur ce concept, on vous invite à venir nous voir au kiosque à la fin de la séance. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. J'invite maintenant Marianne Bourque du service des communications qui va vous présenter les différents outils de communication dans le cadre du projet. Merci.
Bonjour, bonsoir. Avant de commencer, je vous rappelle que la présentation va être, va être déposée sur le site web. Donc, vous aurez accès à toute l'information que je vais vous donner ce soir. Excusez-moi. Je suis pas... Excusez-moi. Donc, d'abord, vous pouvez nous joindre par téléphone au 514-872-3777 en semaine. Vous pouvez aussi composer le 3-1 en dehors des heures d'ouverture. C'est toujours possible aussi de nous rejoindre par courriel, griffintown@montréal.ca. Oui. Je vais prendre le relais. Donc, je vais prendre le relais. Alors, comme vous voyez à l'écran, effectivement, plusieurs façons de communiquer. Donc, par courriel, vous avez l'adresse griffintown@montréal.ca. Si ce n'est déjà fait, bien, on vous invite à vous abonner au groupe privé sur Facebook qui s'appelle Projet Griffintown. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à y être inscrits. Attendez un petit peu. Donc, il y a également, bien, tout à l'heure, Marianne vous a dit que la présentation de ce soir, elle est déposée sur le site montréal.ca, mais ainsi que toutes les informations en lien avec le projet. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici, toujours montréal.ca, dans l'outil de barre de recherche, vous faites Griffintown pour y arriver. Vous avez aussi l'habitude déjà, je pense, depuis que les travaux ont débuté, de recevoir des avis de travaux, des infolettres aussi, avec des avis d'alerte. Moi, je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, pour recevoir directement dans votre boîte de courriel l'infolettre et les alertes, et ainsi que les avis. Et toujours, même chose, comme je vous le disais précédemment, vraiment votre point de chute pour vous garder informé, c'est vraiment sur le site montréal.ca, Griffintown, dans la barre dans l'outil de recherche, pardon. Et vous aurez, comme à l'habitude, quand il y aura des travaux, vous aurez des cartes avec les entraves et avec les travaux en cours. Donc, on comprend que finalement, il y a une multitude d'outils qui sont utilisés pour vous tenir informé et vous garder informé tout au long de l'avancée des projets. Il y a également un comité de bon voisinage qui a été mis en place, ainsi que des agents de liaison. Donc, le comité de bon voisinage, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une rencontre qui est ponctuelle, une rencontre qui permet de combiner des riverains, des commerçants, des institutions, des représentants de résidents, des gestionnaires d'immeubles. Donc, si vous voulez y participer, si vous souhaitez participer au comité, bien, vous pouvez le faire, et ce, en communiquant à l'adresse griffintown@montréal.ca. Donc, on voit là le fil, c'est pas mal toujours griffintown@montréal.ca. Il y a également des agents de liaison qui sont disponibles si vous avez des questions particulières, en particulier sur les travaux des rues, sur les travaux en lien avec les différents parcs. C'est la même adresse, c'est griffintown@montréal.ca. Et vous avez également l'autre adresse qui est un peu plus difficile à lire. Je ne vais pas la répéter, mais vous aurez le lien dans la présentation qui va être déposée sur le site. Alors, voilà ce qui est mis en place déjà pour vous permettre de rester informé. Donc, maintenant, à moi de continuer pour vous annoncer que nous sommes maintenant arrivés à la période de questions. Alors, avant de commencer, je vais nous donner quelques règles pour qu'on puisse avoir un bon déroulement. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, moi, je m'engage toujours à le faire, à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture, en respectant les opinions des autres. C'est ce que je nous invite toutes et tous à faire ce soir. Je vous inviterai aussi à limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet, afin de donner la chance à un maximum de personnes de pouvoir intervenir. Les intervenants ne répondront pas aux questions qui ne répondraient pas au décorum. Donc, je nous invite finalement toutes et tous à demeurer respectueux.
Alors, je vais déjà demander qu'on ouvre les micros. Je vous invite, comme je vois déjà, il y a déjà des personnes qui se sont installées derrière le micro. Je vais aussi vous donner le droit de parole au moment opportun. Puis quand ça sera le cas, je vous inviterai peut-être à vous nommer d'abord, puis ensuite à directement poser votre question. Je vais prendre les questions et les commentaires à tour de rôle, donc en alternant celles qui ont été posées à l'avance, par écrit, par les gens qui sont principalement en ligne avec nous ce soir, et les intervenants qui sont ici à l'avant, puis on en a aussi dans la salle, vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Il est possible qu'elle ou qu'il ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Alors, si c'était le cas, comme je vous l'ai indiqué précédemment, votre question va être répondue dans un document qui sera partagé à tous les participants par courriel quelques jours après la séance et, comme vous me voyez venir, qui va aussi être déposé sur le site montréal.ca. Alors, comme j'ai déjà des gens qui sont dans la salle, qui sont déjà prêts, je vais peut-être inviter monsieur. Je vais dire à la droite puis à la gauche de la salle, d'accord? Juste pour qu'on puisse s'entendre. Alors, je vais commencer tout de suite avec monsieur qui est ici à la droite de la salle. Je vous inviterai à vous nommer puis à poser votre question. Merci. Je m'appelle Dick Rand, D-I-K-R-A-N. Vous avez mentionné la rue Wellington. Je vous félicite. Elle était bien faite. Pendant une fin de semaine, j'en venais pas. On habite exactement dans le coin. C'était bien fait. La même condition, c'est la rue de la Montagne. J'avais mentionné ça l'année passée. Dès que vous tournez de Wellington pour prendre la montagne vers le nord, là, la rue est complètement... c'est un lac, vraiment. Là. Quand il pleut, là, c'est complètement un lac. Puis ça, c'est un mauvais état jusqu'à la rue Notre-Dame. Je vous demande de considérer ça. Si vous êtes capable de faire Wellington dans une fin de semaine, là, je pense qu'on est capable de faire ça dans une journée. Là, je vous félicite. Dans la même thread, là, la rue de la Montagne, où il va jusqu'avant le forum, là, je pense que c'est la rue pour tourner, pour prendre le highway. Ça, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Je sais qu'ils ont fait une bicyclette, c'est correct, mais là, on est rendu à une voie seulement. Fait que le matin, le trafic, pendant 2 heures, là, c'est l'enfer. Parce que le monde, ils veulent tourner pour prendre le highway, mais là, c'est une voie seulement. Puis la rue, pour tourner, là, il y a des voitures tout le temps. C'est impossible le trafic. Je ne comprends pas pourquoi vous avez carrément enlevé une voie. Au moins, laisser une voie pour le monde qui veut aller directement jusqu'à la rue René Lévesque. Ben non, c'est une voie. Alors, le monsieur, avec sa voiture, qui veut tourner à gauche, il attend pour tourner, mais tout le monde en arrière qui veut aller en droite ou veut tourner. Je ne comprends pas. Ça, là, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment ils ont designé ça, là, mais c'est un défaut, là, en termes de planification. En fait, c'est presque toute la journée le trafic, mais le matin, jusqu'à 9h, 9h30, c'est impensable. Évidemment, tu ne peux pas prendre la rue Peel non plus, parce que c'est aussi pire. Fait que Peel, on oublie, là. Mais la montagne, on veut prendre le highway, c'est impossible. Merci. Amélie. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse où on reçoit? Avez-vous des choses? C'est ça, j'ai bien noté par rapport à de la montagne. Pour la question aussi de l'accès au niveau de l'autoroute entre Notre-Dame et puis j'ai envie de dire la 720, je ne sais plus le numéro actuel. Donc, et l'autoroute, à la limite, venez me voir tout à l'heure, puis comme ça, je vais être sûre de bien noter la problématique pour l'amener à mes collègues qui travaillent là-dessus. Mais je n'ai pas de réponse ce soir, mais comme ça, au moins, on pourra l'acheminer à la bonne personne. Donc, ce qu'elle vous dit, Mme Michra, c'est qu'après la rencontre, oui, d'aller vraiment discuter avec elle de façon très, très précise pour qu'elle puisse bien comprendre. Puis que je le note, puis que je l'achemine bien, parce que c'est de... comment dire? Oui, c'est ça. Revenez me voir surtout pour la deuxième question. Oui. Ça, c'est noté, donc je vais faire le lien avec les équipes. Je ne peux rien vous promettre ce soir, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais... Okay. Ouais, mais c'est noté, et puis on se jase tout à l'heure pour la question vers l'autoroute. Merci beaucoup. Donc, je vais aller avec la gauche de la salle. Monsieur, votre nom? Raphaël Bélanger, je suis au bassin du Havre.
Le travail qui a été fait entre la rue Rio et la rue du Séminaire, qui est terminé maintenant, c'est absolument magnifique ce qui a été fait là. C'est très beau, avec les petits jardins tout au long. Est-ce que sur le reste de la rue des Bassins, il va y avoir aussi des travaux du même genre? Je peux répondre. Est-ce que vous voulez dire à l'est ou à l'ouest, monsieur? De la rue du Séminaire, par exemple, vers la rue des Seigneurs. Oui. Bien, en fait, ce secteur-là a déjà été réaménagé. Oui, il est endommagé, mais ce secteur-là a déjà été réaménagé. Les trottoirs, là, par exemple, le long de tous les bâtiments du bassin, les trottoirs sont très abîmés. Il y a une partie des trottoirs qui va être complétée. Il y a une partie des trottoirs qui est manquant, surtout au nord. Mais sinon, oui, il va y avoir des travaux de réfection, mais en principe, cette rue-là a déjà été aménagée il y a quelques années. Donc, on n'aura pas la même chose que ce qui a été fait déjà sur la rue des Bassins? Non. Est-ce que Christian veut compléter? Merci. Donc, en fait, effectivement, l'aménagement permanent a été complété. Il y a eu des enjeux là, lors de la construction. Donc, c'est ce qui a amené justement la stratégie de procéder à certains endroits en aménagement temporaire. Donc, en fait, il y a des travaux à intégrer pour reconstruire certaines parties de trottoirs sur des bassins, exactement là, jusqu'à l'intersection des Seigneurs, effectivement. Ceci dit, on a parlé au niveau de l'intensité des travaux, au niveau des enjeux de mobilité du secteur. C'est pourquoi les travaux n'ont pas été entamés déjà pour venir faire ces travaux de réfection. Ceci dit, il n'est pas prévu de modifier l'aménagement. C'est un aménagement qui a été construit il y a quelques années, donc c'est vraiment de venir le reconstruire. À certains endroits, par contre, les trottoirs seront élargis, puisqu'il y a eu une partie des trottoirs qui n'a pas été aménagée complètement, justement dans l'intention de la construction des bâtiments. Donc, il y aura une pleine largeur, question d'avoir une meilleure mobilité, une accessibilité universelle. Donc, on fera ces travaux-là lorsqu'on pourra s'insérer dans un calendrier d'intervention très chargé. Entre-temps, comme l'a mentionné M. le maire tantôt, évidemment, il est question de faire des interventions ponctuelles, venir s'assurer de déplacements sécuritaires. Ce qui veut dire que les petits jardins qu'on voit sur ce qui a été refait récemment, on n'aura pas ça sur l'autre partie de la rue des Bassins. Bien, en fait, si je peux me permettre, l'aménagement que vous avez vu là, sur le tronçon entre le Séminaire et Rio, c'est ce qui est recherché comme ambiance dans l'ensemble des rues. Parfait. Donc, probablement que sur la rue des Bassins, dans le tronçon dont vous nous parlez, c'est peut-être moins apparent. Mais je pense qu'avec les travaux qui vont être faits ponctuellement, vous allez retrouver cet esprit du lieu. C'est ce qui est visé à l'échelle du secteur. Merci beaucoup pour la question. Je vais aller avec des questions qui ont été posées au moment de l'inscription, puisqu'on est dans les parcs. Je pense que ça va être pour Mme Bergeron. J'ai M. Mathieu Emmanuel Gagné-Lachance qui souhaite en savoir plus. Bon, la présentation l'a fait, là, mais il souhaite en savoir plus sur l'aménagement du parc des Eaux Cachées. Pour quand sont prévus les travaux? Est-ce que ce sera un parc éponge? Et pouvez-vous expliquer en quoi consiste ce genre d'aménagement? Je pense que ça a déjà été quand même principalement expliqué. Et en même temps, il y a M. Guillaume Le Nigène, je me permets de combiner deux questions, qui lui demande est-ce que la Ville va aménager le sous-sol du même parc des Eaux Cachées? Bon, je vais y aller étape par étape. Donc, le parc des Eaux Cachées, actuellement, les travaux sont planifiés entre 2026, 2027 et 2028. Donc, on parle ici du parc et de l'ensemble des rues autour du parc. Un parc éponge, c'est un parc où on vient faire la rétention et l'infiltration de l'eau de pluie pour alléger les infrastructures. On a quand même un espace récréatif qui va être possible. C'est vraiment une mesure qui est temporaire. Ensuite, en termes d'activité ou de programmation, on va avoir une grande plaine, on va avoir des espaces végétalisés, évidemment, des espaces, des aires de détente de jeu. Et dernière question, ce qui est prévu d'aménager le sous-sol de ce parc-là, en fait, ce qui est prévu, c'est de réhabiliter les sols pour vraiment venir aménager un parc. Donc, il n'y a pas d'aménagement qui sont prévus en souterrain du parc des Eaux Cachées. Parfait. Puis comme je vous ai au micro, Monsieur Chouanière, quand est-ce que le parc au coin des rues de la Montagne et Williams sera inauguré? Je pense qu'on parle du même parc Oui. des Eaux Cachées. Donc, je peux réitérer le calendrier, c'est important. Je pense que c'est un parc qui est très attendu, sur lequel on travaille actuellement. Vous avez vu le concept. Les plans et devis devraient démarrer l'année prochaine.
Les travaux sont prévus entre 2026 et 2028 pour l'ensemble du projet. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Donc, à la droite, votre nom, monsieur, votre question. Bonjour, je m'appelle Sami Hakim, je suis le propriétaire de la garderie Bonaventure ici à Griffintown. Je suis propriétaire immobilier depuis bien longtemps aussi. On suit le PPU depuis son tout début. Et je me souviens, dans ce temps, l'intention vraiment initiale était d'encourager les familles à abandonner leur voiture et venir vivre en ville, donc leur offrir un quartier durable qui leur permettrait de vivre et d'élever leurs enfants à l'intérieur d'un petit secteur. Donc, évidemment, on a beaucoup cru à ça et c'était la raison pour laquelle on a décidé de monter cette garderie-là et d'attirer autant que possible les familles à Griffintown. Je remarque aussi qu'au fur et à mesure, on a un petit peu lâché, ça a l'air qu'on a un peu lâché cette intention-là. Je veux juste m'assurer qu'on a toujours l'intention d'attirer et de retenir les familles. Je sais que cette question d'école primaire est essentielle. Je sais que ce n'est pas le bon conseil devant qui plaidoyer pour ça. C'est un petit peu hors des mains de l'arrondissement. Mais moi, je veux comprendre si c'est toujours l'intention du PPU d'attirer et de retenir les familles et quels aménagements, quelles interventions existent pour justement encourager cet aspect. Je peux peut-être apporter un élément de réponse. Je veux vous rassurer. Déjà, ce que vous mentionnez, la vision du PPU, on a renouvelé l'adhésion de la population à cette vision dans le cadre des consultations de l'OCPM. Et oui, on maintient cette vision et on l'affirme toujours. Maintenant, pour répondre à votre question sur la rétention des familles, oui, c'est très important. Je peux peut-être répondre au niveau de l'aménagement du domaine public pour les parcs. Donc, mon collègue vous parlait très concrètement du parc du bassin à bois. Il va quand même y avoir des équipements récréatifs importants. Oui, oui. C'est un élément on a participé à ces consultations publiques. Ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer de cette manière-là. Oui. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des méthodes actives qu'on utilise pour un petit peu pour attirer les familles? Est-ce qu'on a un plan pour des offres communautaires comme les CLSC, par exemple? Peut-être M. Paré, puis en même temps, en même temps, la question de l'école primaire, je vous inviterai peut-être parce qu'elle a été posée aussi par écrit. Bonjour. En fait, en ce qui concerne l'école primaire, on travaille activement avec le Centre de services scolaires et le ministère de l'Éducation qui sont responsables de livrer le projet d'école. Donc, les services de la Ville travaillent en étroite collaboration et la Ville souhaite vraiment que l'école primaire arrive à court, moyen terme. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, moi, je représente l'arrondissement en ce qui concerne la négociation des projets. C'est une des préoccupations de l'arrondissement, tout ce qui est logement social, mais aussi logement familial. Donc, on négocie aussi des projets pour avoir des logements de plus grande envergure. Donc, par exemple, en prévoyant un certain nombre de chambres à coucher dans les logements lorsqu'on négocie un projet. Excellent. Merci beaucoup pour la question. Ça répond? Merci. Merci. J'irai maintenant du côté gauche de la salle, madame. Ben, je pense que c'était un peu aussi, c'était ma question, effectivement, parce que vu que le maire a annoncé les projets à venir, puis je n'ai pas entendu parler de l'école et du CLSC. Donc, c'était la même question. Merci. Merci beaucoup d'être venu au micro. Avant de peut-être donner la parole à monsieur, j'ai une question ici sur le parc à chiens. Donc, madame, Noémie Caplette, est-ce que dans le plan urbanistique de Griffintown, le parc à chiens au coin des rues Bassin et des séminaires sera réaménagé? Va-t-on y planter des arbres pour permettre de l'ombre aux propriétaires de chiens et aux chiens? Va-t-on mettre des bancs pour s'y asseoir et y être en sécurité? Les chiens, quand ils courent, peuvent facilement foncer sur nous par manque d'obstacles. Aussi, après la pluie et à la fonte des neiges, c'est un champ de boue. Est-ce possible d'y mettre un recouvrement similaire aux autres parcs à chiens qui sont plus adaptés au changement de température? Donc ça, c'était une question qui a été posée au moment de l'inscription. Peut-être que M.
par... Ouais, Je Monsieur vais Bissonnette. répondre. Donc, en fait, on avait aussi eu la question là, à la dernière rencontre. L'arrondissement a dégagé cette année un petit budget pour réaménager les aires d'exercice canin. Donc, il faut comprendre que ça fait partie de l'ensemble de la petite enveloppe d'investissement qu'on a pour autant les bibliothèques, les piscines, les parcs, les rues à l'arrondissement. Les aires d'exercice canin en font partie. Donc, on a dégagé un petit budget. Par contre, ça n'aurait pas été priorisé pour cette année. Évidemment, on est conscient de la situation, puis les éléments qui ont été apportés à notre attention, bien évidemment, on va trouver là, une façon de pouvoir trouver un aménagement léger qui permette minimalement de sécuriser, comme on parle, là, les chiens qui se promènent, on peut peut-être mettre certains bancs, est-ce qu'on peut trouver des toiles qu'on pourrait installer, le temps que, justement, on puisse programmer une réflexion. On a bien pris note aussi de l'intention d'être consulté pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, effectivement, l'actif a besoin d'amour, comme on dit. Maintenant, il n'est pas seul au monde non plus. Il y a d'autres aires d'exercice canin qui sont dans la même situation. Puis le budget est aussi partagé avec la réfection des fontaines à boire. Donc, vous savez, il y a des fontaines à boire dans l'arrondissement, plusieurs dans les parcs, plusieurs sont vétustes. Donc, on vient travailler sur ces deux types d'actifs-là. Et entre-temps, bien, on trouvera une solution là, minimalement pour qu'on puisse améliorer l'expérience ou du moins le confort là, des usagers. Merci beaucoup. J'irai à la gauche de la salle. Monsieur, je vous inviterai à vous nommer. Vous étiez là avant. Oh, c'est bon. Je vais dans l'ordre. Parfait. Donc, j'ai deux questions ce soir qui portent sur des sujets complètement différents. Vous êtes monsieur? Yves Lafortune, donc je suis dans Charlotte Condo de Société. Donc, première question concerne le stationnement sur rue. M. Dorel l'a mentionné dans son allocution d'ouverture que la gestion du stationnement, et moi je frappe sur le clou systématiquement, j'en manque pas une, comme on dit, parce que ça devient un enjeu qui va devenir de plus en plus épouvantable là, dans le quartier Griffintown. Vient avec la densité cette problématique-là. Les rues apaisées, on l'a vu sur la rue William, il y a du stationnement qui a été éliminé, sur la rue Saint-Thomas aussi. Donc, on n'est pas en train de faire face. La demande va va exploser, plus il va y avoir de construction, parce que malheureusement, on ne peut pas accommoder tout le monde dans les stationnements des immeubles, donc ça va devenir intenable. Ça fait plusieurs fois, ça fait 2 ans à peu près, que je te demande c'est quoi le plan. Et là, je n'ai pas eu de réponse. Il y avait une de vos collègues la dernière fois qui a répondu quelque chose, mais qui ne tient pas la route. Même M. Doré, vous aviez répondu qu'il y avait des expériences de mutualisation dans certains quartiers. C'est l'inverse qui est en train de se produire dans Griffintown. Dans plusieurs immeubles actuellement, les gens, pour des raisons de sécurité, refusent à ce que des gens de l'extérieur accèdent à des stationnements parce qu'il y a des méfaits qui se produisent dans des immeubles. Donc, il y a une problématique où la mutualisation, s'il aurait pu faire des petits, peut-être aurait pu être une solution, mais pour l'instant, je pense qu'on s'en va dans une trajectoire complètement contraire. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Parce que la question, j'imagine que les infrastructures dans le parc des eaux cachées, ça avait été mentionné une dernière fois. Est-ce qu'un stationnement souterrain pourrait accommoder un peu de véhicules dans le quartier? Si ce n'est pas prévu, on est cuit. Donc, quel est le plan? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ça va juste empirer. Et je vous le dis, quelqu'un qui arrive à 6 heures le soir dans le quartier, bonne chance pour se trouver une place, il s'en va nécessairement, je le répète, c'est la petite Bourgogne. Je comprends que les vignettes 50, et pour les amis aussi, tout le monde s'en va dans la petite Bourgogne, mais il y a une problématique, puis je pense qu'il faut l'adresser en bon anglais maintenant, parce qu'il est déjà très tard, et il va être trop tard. Deuxième sujet... Attendez, on va peut-être juste avoir une réponse pour ça. Bonjour. Bien, je peux me permettre une réponse, c'est peut-être pas la réponse à laquelle non, parce que je la connais pas mal, votre réponse. J'espère que vous avez plus d'imaginative. On va quand même lui laisser l'opportunité de vous la transmettre. Peut-être que ça a évolué, effectivement. Bien, en fait, ce que je peux vous répondre, c'est que nous, on adhère à la vision du projet, qui est vraiment de s'appuyer sur la proximité du centre-ville, de s'appuyer aussi sur la proximité des stations de métro, d'offrir plus d'opportunités de transport actif et collectif et de privilégier effectivement le recours au stationnement sur le domaine privé. Donc, la vision du BPU, c'est vraiment de réduire la place du stationnement sur le domaine public. Donc, c'est vraiment la réponse que j'ai à vous apporter ce soir. Il y a une expression qu'on utilise en anglais qui s'appelle le reality check. À un moment donné, le principe de la réalité. On peut faire tous les rêves de ce qu'on veut, mais à un moment donné, il y a des réalités qui nous rattrapent. Je pense que la réalité du stationnement sur rue dans Griffintown, c'en est une véritable, c'est une problématique véritable. Il faudrait,
tard. Il n'est pas trop tard pour pouvoir regarder des solutions de ce côté-là. Et je vous dis tout de suite, la mutualisation, malheureusement, pour plusieurs immeubles, ça devient une voie qui est en train de se fermer. Et ça vient à mon deuxième sujet. C'est plus au conseil d'arrondissement. J'aurais pu la poser cette question-là parce que c'est là que les gens des services de police sont présents. Mais juste vous signifier que dans Griffintown, actuellement, il commence à avoir, depuis le début de l'automne, il y en avait déjà autrefois, les méfaits sont en train de s'ajouter continuellement. Ça n'arrête pas, là. Ce soit que les unités de condo, les véhicules dans le stationnement, à l'extérieur, ça explose beaucoup. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des patrouilles de services de policiers, mais je pense que ça va prendre un poste de quartier ou quelque chose qui va plus décourager. Mais là, j'espère que finalement, la situation ne va pas inquiéter davantage les gens, mais c'est depuis le début de l'automne, je peux vous dire, dans plusieurs unités de copropriété, on se tient informé, ça commence à devenir un phénomène qui est assez triste et, je pense, en croissance. Il va falloir encore là voir comment on pourrait, c'est peut-être des fois des luminages, il y a d'autres façons de faire, là, mais je sais qu'il va falloir penser un quartier sécuritaire également, parce que pour l'instant, on n'avait peut-être pas connu ça, mais là, on est dedans, malheureusement. Fait que, juste avancer une réflexion de ce côté-là, avec les services de police, évidemment, mais les autres services de la Ville. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est bien entendu. Je vous inviterai à... Oui, monsieur, je vous inviterai à vous nommer puis à poser votre question. Je m'appelle Mohamed Mounir Boussabnia, puis j'habite ici depuis 10 ans. Et j'aimerais rebondir sur la question de monsieur, parce que, dans le fond, le problème de stationnement et votre vision du développement durable, il me semble complètement déconnecté de la réalité de ce que nous vivons, madame. Vous parlez de développement durable, mais... Peut-être juste parler un petit peu plus près. Vous parlez de développement durable, mais à la base, le développement durable, il se base sur la résilience. Il se base sur le fait de s'adapter. Le PPU, à la dernière minute, ce n'est pas un livre divin, c'est quelque chose qui peut changer. C'est quelque chose qui doit s'adapter à notre réalité. Si nous, on ne vit pas bien, ça veut dire que ça n'a pas été bien pensé, ça n'a pas pris en considération... Monsieur le maire parle de plus de 12 000 unités d'habitation qui ont vu lieu ici à Griffintown. Admettons que même si toutes ces personnes-là ont des places de stationnement internes, ils veulent sortir du quartier. Vous avez réduit les largeurs des routes, vous avez augmenté les largeurs des trottoirs, et vous ne vous me prenez pas sur ça. Moi je suis, autant que parent avec une poussette, c'est quelque chose dont j'avais besoin, mais je n'ai pas besoin de 5 mètres de trottoir. Je ne vois pas l'intérêt, par exemple. Je vois pas mais c'est très important que je dise ça, parce que, par exemple, ça me prend plus de 30 minutes pour trouver une place de stationnement et je paye une vignette. C'est plus de CO2, si vous parlez de développement durable. C'est plus de CO2, c'est plus de congestion, c'est plus de risques pour nos petits-enfants. J'ai une petite fille là, il y a pas mal de voitures qui circulent partout. Et du coup, vous dites que vous avez opté pour une vision du quartier, mais si votre vision, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, ne correspond pas à la majorité du quartier, quelles sont les mesures auxquelles vous êtes prêts pour réajuster votre vision? Merci. Madame Bergeron. Je répéterai peut-être pas la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je peux peut-être dire, c'est que oui, dans le respect de cette vision-là, on est quand même sensible aux besoins fonctionnels de la rue. Donc, sans aller d'une extrême à une autre, je pense qu'on est de plus en plus conscient, lorsqu'on démarre des projets de conception, aux besoins des riverains. Donc, ce que je peux affirmer ce soir, c'est que cette vision-là, oui, on l'adapte à la réalité, mais on doit quand même s'inscrire dans un cadre qui a été approuvé et entériné par tous. Oui, je comprends. Je vais juste rebondir sur ça, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a entendu le sujet déjà. Allez-y. Mais si vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est qu'il est important. Oui, allez-y. Vous comprenez. D'enfants, comme je vous ai dit, madame, c'est énormément de CO2 que vous rajoutez au quartier par une vision qui ne semble pas être adaptée au quartier. Vous avez juste à ne pas autoriser autant d'immeubles et densifier autant de quartiers. En 2015, c'était correct. Là, vous nous laissez avec 760 places pour plus de 2000 voitures. Comment on va régler ça? Et vous n'offrez pas de place de stationnement. Merci. Je vais aller avec une question qui a été posée au moment de l'inscription.
Monsieur Guillaume Lenidjen qui se demande « Savons-nous quand démarrera le projet sur le lot 6 085 125 ?» C'est comme ça que la question a été posée. Je ne sais pas si Monsieur Paré, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. Donc, on parle du projet sur la rue William, au coin de Largui, pardon. Donc, en fait, c'est un projet qui a déjà reçu une approbation du conseil d'arrondissement dans le cadre d'un projet particulier. Il y a eu des consultations publiques qui ont lieu en mars 2023. Il y a une autorisation du conseil d'arrondissement qui a été donnée pour un projet particulier. On parle d'environ un peu plus de 400 logements, 11 étages. Donc, le projet pourrait démarrer prochainement, à court moyen terme. Par contre, il n'y a pas de demande de permis de construction qui est à l'étude présentement, mais on collabore avec le promoteur pour autoriser le projet bientôt. Merci beaucoup. Donc, je vais aller à la gauche de la salle, madame. Donc, Sonia Poulet. Je vais me faire caillasser par les gens dans la salle. Je tenais d'abord à vous remercier de prendre en considération les recherches du GIEC sur l'impact du réchauffement climatique et de l'accélération de la 6e phase d'extinction qu'on est en train de vivre, et donc de lutter contre la voiture, surtout dans un contexte de centre-ville. Je suis moi-même maman, ça fait 25 ans que je n'ai pas de voiture, j'ai élevé mon enfant avec une poussette sur des mini-trottoirs, et j'apprécie la grandeur de vos trottoirs. Je pense que l'objectif, c'est un zéro émission de CO2 si on veut s'en sortir en tant qu'humanité. Et je pense que regarder à ses pieds sans regarder en avant, c'est faire une erreur. Et donc je pense qu'on est dans la modernité quand on décide d'éradiquer la voiture dans le centre-ville. Peut-être faudrait-il prévoir des parkings souterrains pour les récalcitrants qui ne comprennent pas que plus ils vont brûler du gaz, plus ils mettent en péril la survie de leurs enfants. Bref, je ne vais pas faire un rapport scientifique sur les émissions de gaz à effet de serre et l'extinction des ressources dont on a tous besoin pour respirer, pour vivre et pour boire. Je voulais par contre porter mon attention sur les espaces verts et l'absence de parc éponge pour le futur site MR. Je n'arrive pas à comprendre dans cette optique de réduction des îlots de chaleur pour quelles raisons dans les nouveaux parcs, en fait, on n'a pas plus de surface naturelle, parce que franchement, l'été, s'étendre sur une surface bitumée ou noire qui brûle versus un espace de gazon, je ne sais pas si vous êtes promené dans le quartier l'été, mais il n'y a personne qui a envie de s'allonger sur les surfaces que vous avez prévues pour le parc MR, par exemple, autour. Le parc qui est extrêmement vert, qui va servir de parc éponge, a été conçu de manière collective avec le quartier, des familles qui y vivent, et on sait tous qu'on adore les espaces de verdure, d'herbe en fait, quand je dis de verdure, c'est d'herbe. Une question annexe justement liée au parc, c'est, donc j'ai demandé des plans d'enfouissement des arbres en fait. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en arbres, c'est comme les humains, quand on est désocialisé, qu'on n'a pas nos amis arbres, notre grand-mère arbre à côté, et on n'arrive pas trop à s'en sortir dans notre vie d'arbre, parce qu'un bébé arbre sans d'autres arbres qui communiquent via les racines, il ne va pas très loin. Ça, c'est le premier point. Donc, pourquoi est-ce que les arbres ne communiquent pas entre eux via leur réseau racinaire? Ma deuxième question, enfin, la question annexe aussi, c'est, en fait, j'ai demandé à des... vous savez, les constructeurs qui s'occupent de faire les puits, puisque ce n'était pas clair dans les plans fournis par la ville. En fait, je m'inquiète de l'impossibilité aux arbres de former des racines qui vont leur permettre de s'épanouir et d'être aussi magnifiques que ceux sur vos photos, parce qu'on sait très bien que le réseau racinaire est aussi long que ce que l'arbre sort en hauteur. Et donc, je m'inquiète de la résistance des arbres avec l'impact des changements climatiques et donc de l'absence de planification d'herbes pour absorber justement, pourquoi il n'y a pas plus de parcs éponges en fait, en une question. Amélie? Je vais répondre peut-être davantage, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour les parcs éponges, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était une bonne pratique va vraiment se généraliser dans le quartier. Donc, je vous ai parlé du parc éponge, du parc des eaux cachées, mais il est également prévu qu'il y ait mutualisation de la gestion de l'eau également sur la place William Dow, que vous appelez MR63. Donc, c'est également prévu.
Maintenant, pour tout ce qui est le système racinaire, vous présentez des inquiétudes. Lorsqu'on fait des conceptions, on est accompagné de professionnels, on a des architectes paysagistes, on a des spécialistes en arboriculture. Donc, je pense qu'on est bien accompagné pour assurer la pérennité de ces arbres-là, leur croissance, de venir vraiment diminuer les îlots de chaleur. Donc, je tiens à vous rassurer. C'est pas ce qui m'a été dit. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on avait choisi des espèces locales, que ces spécialistes dont vous parlez ont fait en sorte que ce soit des espèces qui vont résister au changement climatique, mais on m'a confirmé qu'ils resteraient petits justement à cause du réseau racinaire et que c'était voulu. Mais donc, après la communication par les racines, du coup... Bien, je prends bonne note de votre commentaire. Cette information-là, je ne la connais pas, donc... Oui. Parce que pour ce qui est des rues, je peux vous en parler. On cherche vraiment à ce qu'il y ait un minimum de 10 mètres cubes dans chacune des fosses d'arbres, et idéalement qu'elles soient continues, justement pour que les systèmes racinaires puissent se parler. Donc, si vous regardez, comment dire, les rues, que ce soit la rue Murray ici, ou alors même les fosses qui ont été construites sur la rue Shannon ou la rue Peel, par exemple, elles n'ont pas forcément l'air d'être continues en surface, parce qu'on veut s'assurer que vous ayez des passages pour passer, et puis vu la densité des piétons, les gens qui sortent de leur voiture, on veut permettre des passages, mais ces passages-là sont juste en surface. On construit donc, notamment sur la rue Young, ce sont des ponts en béton qu'on a construits pour que les fosses en dessous puissent vraiment être continues. Ce n'est pas toujours possible, par contre, parce que des fois, vous avez des entrées d'eau, des entrées électriques ou d'autres éléments d'infrastructure qui nous empêchent d'avoir cette continuité-là, mais c'est un souci que nous avons. Donc, dans la mesure du possible, pour les rues, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire au niveau de la forêt urbaine, là, de favoriser cette croissance-là. Je ne sais pas si du côté des parcs, je pense que c'est le même souci qui est mis aussi du côté des parcs. C'est peut-être un peu plus facile parce qu'il y a moins d'entrées d'eau, moins d'entrées de gaz, etc. C'est ça, ce qui m'avait été dit, c'est qu'il y avait justement un cloisonnement pour éviter que ça endommage le réseau d'aqueducs, enfin de filaires, en fait. Ce que j'arrive à comprendre, mais en fait, mon inquiétude, c'est s'ils ne sont pas suffisamment ancrés et qu'il y a un problème climatique, ils risquent de tomber et ça risque de créer des dommages. Donc, c'était juste ça. Donc, je peux vous rassurer que c'est quelque chose qui est vraiment pris en considération, parce qu'on a eu des rues à Montréal où il y a comme ça eu des grands coups de vent, puis tous les arbres se sont penchés. Donc on en est conscient, et puis c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Puis comme je vous disais, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'aller, si on peut dépasser 10 mètres, on dépasse 10 mètres quand on peut. Là. Et le parc sur Anne, est-ce qu'il va être livré un jour? Ça fait trois questions. Ouais, est-ce qu'on sera consulté? Ce sont les gens. Non, mais c'est une question qu'on a reçue en ligne, donc je peux me permettre de répondre. Donc, vous parlez en fait du parc Mary Griffin. Oui. Le parc Mary Griffin, en fait, c'est une aire logistique qui a été utilisée par CDPQ pour mobiliser son chantier. Dans les travaux qui ont lieu, ils vont en avoir encore besoin. Maintenant, l'équipe de projet a travaillé et travaille encore sur la faisabilité d'offrir plus rapidement un espace aux citoyens, mais on doit tenir compte des contraintes liées à tout ce qui a été fait en lien avec les travaux du service de l'eau. Il y a un bassin de rétention qui a été construit en souterrain sur le site. Il faut considérer aussi tous les chantiers qui s'en viennent de part et d'autre. Donc, on continue notre analyse, on travaille fort pour aménager, pour pouvoir offrir un espace le plus rapidement possible. Mais je n'ai pas de calendrier à vous annoncer ce soir. Ça sera après le REM. Pardon? Ça sera après le REM. Je pense que toutes les options sont encore sur la table. Okay. Merci. Merci beaucoup. Question écrite. En fait, tout à l'heure, ça a été mentionné à plusieurs reprises, la station MR63. J'ai Victor Wally qui se demande quand les travaux de la station démarreront sur la place située à l'angle Peel et Ottawa. Je viens de répondre à la question, donc je ne vais pas réitérer ce que je viens de dire, mais on travaille fort pour offrir le plus rapidement possible un espace aux citoyens. Maintenant, non, c'est ça. Voilà. Parfait. Je vais aller du côté droit de la salle. Monsieur, votre nom et votre question. Je vous demanderais d'aller avec des préambules courts parce que la soirée avance. Oui, n'est-ce pas? William Prickett. Juste une observation. Je garde j'entends le stationnement, j'entends la question de rue, les voitures. Et en même temps, quand j'ai entré, j'ai entendu M. Doré, je crois, dire non, on va augmenter la densité de Griffintown. Donc, si vous avez 10 000 maintenant et tu vas avoir 15 000 personnes bientôt, attention, il faut que vous
faire attention à la densité de ça. Je me souviens quand j'étais jeune, Lincoln de Maisonneuve, c'était le concrete jungle. Vous avez ou tu peux ou de risque de créer la même chose, fais attention. La question que j'ai, c'est le bassin Peel. Il y a un de mes clients, CHLC, il y a le barricade de l'EREM, il y a le Wellington qui passe un peu en dessous. J'ai demandé à l'urbanisme qu'est-ce qu'on peut faire avec cette structure, comment on peut aménager le parc, l'espace vert qui est là de 10 000 pieds, et aucune présentation sur le bassin Peel, qui était le stade de Vimco veut faire la place Wellington en face, et vous ne parlez pas. Donc, c'est ça la question. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec le bassin Peel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des éléments de réponse? S'il n'y a pas d'éléments de réponse ce soir, peut-être M. Doré voudrait intervenir. Il faut comprendre que le bassin Peel, on n'est pas dans le bassin côté Griffintown. Donc, il existe un PPU pour Griffintown. En ce moment, la Ville travaille au SUM à établir un plan directeur pour Bridge Bonaventure. Alors, Bridge Bonaventure, on est plutôt dans l'extension de Pointe-Saint-Charles et le début de Ville-Marie dans ce qui était Expo 67. Là. Donc, en s'en allant vraiment dans ce secteur-là. Donc, moi, je vous invite à regarder sur le site montréal.ca où mon chef de cabinet peut aller vous voir. Puis, on va vous donner tout ce qui est jusqu'à maintenant dévoilé pour la planification Bridge Bonaventure. C'est un autre immense secteur à cheval sur Ville-Marie, le sud-ouest. Merci beaucoup. Donc, je vais aller du côté gauche de la salle. Donc, je vous inviterai pour les gens qui auraient des questions, ça serait vraiment le moment de se lever parce que ça va être les dernières qu'on va prendre. Oui, bonsoir. Diane Gosselin, résidente de la rue des Bassins. Alors, juste une couple de questions. Pour le parc des Bassins à bois avec la patinoire, qu'est-ce qu'on compte en faire l'été? En fait, ça va être un espace qui va être animé par le service de la culture de l'arrondissement. Je ne sais pas si mes collègues de l'arrondissement souhaitent renchérir là-dessus, mais... C'est juste une surface en ciment ou cimentée? Ou... Pour ce qui est de la programmation estivale, il faudra voir. Je n'ai pas la réponse, mais évidemment, on va poser les questions là, à nos collègues. Mais on voit que des endroits comme celui-ci, il y en a un autre là, au centre-ville, l'esplanade tranquille, donc c'est animé, il y a de la présence. Effectivement, c'est de conjuguer la volonté d'avoir aussi la viabilité hivernale, d'avoir des activités hivernales et d'avoir des installations qui vont le permettre. OK, merci. Et puis, on a parlé de l'école, bon, j'en reviens toujours au parc, donc le parc de bassin à gravier. J'ai ouï dire que ce serait possiblement converti en cours d'école complètement. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu avec ce qui va se passer? Est-ce que M. Doré, vous souhaitez répondre? Ou sinon, je peux répondre. J'ai vu que c'est là. Peut-être commencer, Mme Bergeron, puis M. Doré complétera. Le site qui est prévu pour le bâtiment de l'école est adjacent effectivement au parc du bassin à gravier. Pour ce qui est du parc école, je pense que c'est encore en discussion entre la Ville et le centre de services scolaires. C'est ce que je peux me permettre de répondre là. Je peux aller plus loin parce qu'on négocie. On pourra vous dire exactement, puis j'ai déjà fait une mise à jour en conseil d'arrondissement. Donc, ce qui était prévu au début, c'était effectivement de travailler toujours sur le site des bassins. À côté, on devait faire école et projet de logement social. Ça a été abandonné. La commission, le centre de services scolaires maintenant, a préféré autre chose. Le scénario qui est retenu, c'est sur le terrain, adjacent au parc, l'école va être là. Donc, une école complète pour l'ensemble des besoins de Griffintown. Juste à côté, on a le parc au complet qui est là depuis 2017, inauguré en 2017. Il y a une entente qui est en train d'être formalisée avec le ministère de l'Éducation, mais on travaille actuellement avec le ministère de l'Environnement
parce qu'il y a une question de décontamination. Il est décontaminé pour les besoins municipaux, les besoins des CPE, mais pour une école, on doit avoir enlevé 120 cm, pas juste 100 cm. Donc, c'est quelque chose, c'est ça qui fait que ça bloque un peu le projet d'école. Il y avait plusieurs personnes, même en ligne, qui se disent qu'est-ce qui arrive avec l'école, là? On tente, avec le ministère de l'Environnement, de régler la question qui est en deçà de tout ce qui a déjà été contaminé. Fait qu'on travaille là-dessus. Le partage du parc, il y a une partie qui resterait en tout temps en parc et une partie de ce parc actuel-là qui serait transformée en parc-école, comme on en a plusieurs autres dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ça veut donc dire que de jour, pour la partie qui serait en parc-école, les élèves seraient dedans, les gens des CPE aussi pourraient y aller, et les citoyens pourraient à ce moment-là l'utiliser le soir et les fins de semaine, de même que tous les moments où l'école n'est pas en fonction. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs parcs de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, c'est ça en ce moment où je vous dirais qu'on est forcé de faire parce que la commission scolaire a abandonné ses autres scénarios et le gouvernement nous a demandé de céder un parc, en quelque part un terrain, et ça aurait été dans d'autres parcs qu'on n'aurait pas vu voir. On ne les aurait pas vus. Alors, le compromis qu'on a proposé au gouvernement du Québec, c'est effectivement de céder une partie du parc, du terrain, et de faire un parc-école sur l'existant. C'est le scénario de compromis auquel on est arrivé après plusieurs années. Alors, j'imagine que ça sera clôturé. Oui, c'est sûr qu'il y a besoin de clôturer, mais vous savez, on a en masse d'exemples dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On a du savoir-faire pour les parcs-écoles, ça se passe assez bien. Alors, je vous dirais là, que les aménagements puis les clôtures, c'est ça qui m'énerve le moins dans la négociation actuellement avec où on joue du bras un peu. OK. Mais soyons un petit peu créatifs, point de vue clôture. Merci beaucoup. Merci juste beaucoup. Une suggestion au niveau du stationnement. Oui, rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. J'ai pas de voiture. Alors, mon seul intérêt, c'est quand j'ai de la visite, il n'y a pas de stationnement. Alors, juste une suggestion, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont copropriétaires dans des condominiums, qui ont le stationnement souterrain, mais ils ont aussi une vignette. Alors, ça prend 2 fois le stationnement. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais aller à la droite. Je vous inviterai à vous nommer puis à aller directement à votre question. Oui, bonsoir, Guillaume Lanigeant. Vous m'avez déjà nommé quelques fois ce soir. Oui. Question très pointue. Vous avez parlé du parc des eaux cachées tout à l'heure. Vous avez présenté les aménagements proposés. J'avais participé il y a 2 ou 3 ans aux séances de consultation qui portaient sur les 3 parcs dans Griffintown. Vous aviez regroupé les gens en différentes tables pour venir chercher les idées de tout le monde. Et l'idée qui était ressortie à toutes les tables était de faire une grande fontaine. Pas une fontaine, mais une grande fontaine dans ce parc-là. J'étais revenu à la séance d'après pour vous rappeler qu'il y avait eu cette demande-là à toutes les tables de cette soirée-là. Puis là, on se retrouve 2-3 ans plus tard, puis je vois qu'il n'y a toujours pas de fontaine. Donc, ça semblait faire l'unanimité. Vous êtes un parti qui prône beaucoup la consultation publique. Donc, je suis un peu surpris de voir que la fontaine est encore disparue. Je peux peut-être compléter sur ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Oui, il va y avoir des aménagements qui mettent en valeur l'eau. Je n'ai pas énuméré toute la programmation du parc, donc oui, ça manquait à ce que je vous ai présenté. Donc, c'est toujours prévu qu'il y ait des aménagements qui mettent en valeur l'eau dans le cadre du parc. C'est la réponse qu'on m'avait donnée à la 2e séance qui portait sur les 3 parcs, à laquelle j'avais répondu, il y a déjà des aménagements pour les enfants avec des jets d'eau au parc du bassin à Gravier. Donc, il ne faudrait pas mettre à 150 mètres un de l'autre 2 fois les mêmes aménagements. Puis, les demandes étaient très claires pour avoir non pas une fontaine, mais une grande fontaine dans ce parc-là. Donc, je voulais juste vous le rappeler à nouveau. Merci. Merci. Je vais aller à la gauche. Oui, bonjour, Frédéric Jean-Henry. 2 petites questions, des trucs qui ont piqué ma curiosité. On a parlé tantôt de projets de logement pour les familles, de plus grands logements. Je me demandais si c'était possible d'expliciter un petit peu plus ces projets-là, puis de savoir comment ça peut s'arrimer aussi avec les projets à grand déploiement, de grandes tours qu'on a, évidemment, dans ce quartier-ci. Première question. La deuxième, c'était plus en lien avec, on parlait de la sécurité aussi, puis des initiatives. Je me demandais quelles initiatives, je ne sais pas si c'est le bon endroit, mais quelles initiatives communautaires il y a sur la table. Je ne sais pas, par exemple, Maison des jeunes, organismes pour les personnes en situation d'itinérance ou espace culturel, enfin. Qu'est-ce qui pourrait permettre de soutenir un petit peu le développement de la vie de quartier à Griffintown d'un point de vue communautaire? Okay. Première question, M. Paré.
Oui, bonsoir. En fait, je donnais l'exemple du projet au coin de William, Guy et Barré tout à l'heure. Donc, c'est un exemple de projet immobilier d'envergure qui a été négocié et où on a prévu qu'il y ait un... Je vais de mémoire, là, c'est en ligne, vous pouvez consulter. De mémoire, c'était un 10 de logement, de logement avec deux ou trois chambres à coucher. Donc, toute l'information est en ligne, vous pouvez la consulter. Donc, ça, c'est un exemple pour des projets d'envergure, mais c'est certain qu'il y a toujours un équilibre qui est parfois difficile à atteindre entre la rentabilité des projets et puis la négociation pour attirer des familles avec des grands logements. Pardon. Oui. Ça me va, c'est pour la négociation aussi avec les puis il y a promoteurs, aussi, mais ça, c'est autre chose. Exact, puis il y a aussi le règlement Montréal Métropole Mix qui a des dispositions aussi qui prévoient des logements de taille pour les familles qui sont prévus aussi. Donc, c'est une série d'encadrements réglementaires qui prévoient le tout. Cool, merci. Puis sur la deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui ont des éléments de réponse ce soir pour monsieur? Bien, on parlait d'équipements communautaires, on parlait du pavillon. D'école, c'est ça, mais... Oui, il y a le Square Galerie, donc en fait, avec le promoteur de Vimco, il y a eu des négociations qui remontent à il y a plusieurs années. Et il y a une entente de développement, le promoteur doit réaménager et céder à la ville le pavillon qui est situé sur la rue Wellington au coin de Murray. Donc, en fait, on est dans les derniers milles. Ça va être redonné à la communauté, c'est un exemple. Le projet MR 63 aussi, c'est un autre exemple. C'est un projet qui est porté par un promoteur, disons, culturel, communautaire, mais l'esprit derrière ça, c'est que c'est un pavillon qui va être dans le parc et qui va être accessible par la communauté pour tout ce qui est vocation culturelle notamment. Okay, cool. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Donc, je vais aller à la droite, monsieur. Bonsoir et merci de me donner cette opportunité là, de poser les questions. Mon nom est Martial Bellavance, je suis propriétaire au magnifique Launay-sur-Ville, très bel établissement. Question rapide, on ne parle jamais de la rue Anne, cette belle rue là, qui donnera accès sur le parc Marie-Griffin, je crois. Est-ce qu'on prévoit vraiment un pavé uni comme on a sur la rue Shannon, ou est-ce que c'est plus industriel qu'autre chose? Là, c'est vraiment les résidents, on vit sur la rue Anne. Est-ce qu'on peut s'attendre à une belle rue en pavé uni? Et monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur le maire, quelles précautions vous prenez pour protéger tous ces investissements qu'on a faits? Quelques jours après que tout est livré, on a des tags partout. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sécurité et de protéger nos investissements dans ce beau quartier? Merci. Donc, première question, la rue Anne. Oui, merci pour votre question. La rue Anne, donc c'est vraiment une rue pour tout le monde, là, pour le bénéfice de tout le monde, là, une rue nord-sud qui est plutôt dans l'est du territoire et qui longe notamment le futur parc Mary Griffin. Donc oui, il va y avoir des efforts pour rehausser l'aménagement de cette rue-là. Il est trop tôt aujourd'hui pour parler de matérialité, mais bien entendu qu'en bordure du parc, c'est vraiment un espace où on va mettre des efforts beaucoup plus consistants pour aménager de qualité. Donc là, je ne peux pas m'avancer puis vous dire oui, il va y avoir du pavé de béton ou non, il ne va pas avoir de pavé de béton, mais on va mettre les efforts qu'il faut pour mettre en valeur le parc, apaiser la circulation. Il y a plein de stratégies qui sont utilisées. Ça peut être par la matérialité, le mobilier, la géométrie. Donc oui, il va y avoir des efforts conséquents qui vont être faits sur cette rue-là qui est très importante. Merci. Puis pour le commentaire, c'est entendu. Le deuxième commentaire. Merci. J'irai avec monsieur ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de confusion chez les voisins par rapport au stationnement. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'auto. Ma mère de 65 ans a fait le choix de laisser son auto, de partir du West Island et laisser son auto parce qu'elle a réalisé que ça ne lui servait à rien dans un quartier où tout est possible d'accéder à pied. J'ai aussi habité à Tokyo pendant 1 an et demi, où je n'ai pas eu d'auto. Les 30 millions de personnes qui vivaient là étaient en grande majorité des piétons, des usagers de transport en commun. C'est une ville où il y a peu de trafic, malgré le fait qu'il y a plus de gens dans cette ville-là qu'au Canada au complet. Je me demande, est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'arrondissement de peut-être faire un guide sur comment transitionner d'un mode de vie où est-ce que l'auto est au centre des déplacements
à un mode de vie où est-ce que le transport commun, le transport actif est nécessaire. Parce que tout le monde l'a mentionné, il n'y a pas assez de place de stationnement pour la densité qu'on va avoir. Donc, il va falloir que, comme individu, on fasse ce choix-là. Je pense que les incitatifs qu'on a, autant par le stationnement puis par les trottoirs qui sont élargis, vont dans ce sens-là. Mais je pense que mes collègues, mes voisins, comprennent pas nécessairement, n'ont pas les outils peut-être pour se demander comment faire. Puis il en existe, comme une auto, Bixi, se promener à pied, mieux s'habiller. Donc, est-ce qu'il va y avoir peut-être un plan de transition pour partager ces bonnes pratiques-là? Et vous êtes monsieur? Frédéric Morin-Bordelot. Merci. Oui, bonjour, bonsoir. Monsieur Doré faisait référence d'emblée au programme particulier d'urbanisme, au plan local de déplacement. Ce sont des guides, des politiques qui sont adoptés par les élus, le conseil municipal, le conseil d'arrondissement. Il n'y a pas de guide sur les façons de vivre qui sont prévues ou sur les habitudes de vie, mais disons que c'est clairement la vision de nos élus. Et comme Amélie disait tout à l'heure, on regarde de l'avant et on fonce vers ce projet de ville-là qui est public, qui a fait l'objet de consultations publiques, qui a été débattu. On vient de faire un bilan du programme particulier d'urbanisme et c'est vraiment la volonté des élus et aussi de l'administration de mettre en œuvre ce programme particulier-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre futur possible pour Griffintown, puis il n'y a pas d'autre futur possible pour une ville qui veut se développer avec plus de densité, qui nous amène à avoir plus de budget pour plus de parcs, pour avoir plus de transports en commun. Donc, puis au final, moins de trafic. Parce que si on laisse toute notre voiture, le jour où est-ce qu'on a besoin de prendre un taxi, le jour où on prend une communauto, il y a moins de monde sur les routes. Donc, c'est juste une façon plus logique de faire, mais ça passe par le fait que les gens doivent laisser leur auto, puis malheureusement, on peut demander plus de stationnement. Merci beaucoup. Sur le volet juste de l'accompagnement au niveau là, de la transition écologique, bien, vous savez, l'arrondissement a adopté le plan, justement, le PALTE de transition écologique. On arrive avec le bilan en 2025. Évidemment, il est souhaité et dans l'orientation d'arriver avec une version 2.0 à partir de 2026. Donc, on va reprendre la même démarche à l'instar là, du plan local de déplacement avec les consultations, avec les citoyens et citoyennes. Il y a plusieurs organismes qui sont impliqués. Donc, on vient supporter directement des initiatives, que ce soit là, le prêt de vélo et tous ces éléments-là. Donc, effectivement, travailler sur l'éducation, la pédagogie et comment aussi faciliter ces accès-là. Dans le plan local de déplacement, il y a des initiatives très intéressantes qui ont été avancées. Donc, ça fera partie des éléments là, qui seront intégrés au futur plan en 2026. Mais bilan 2025 pour le PALTE qui a été adopté déjà. Merci. Merci beaucoup pour les questions-commentaires. Je vais aller du côté gauche. Monsieur, votre nom? Oui, bonjour, Roch Farran. Je viens d'aménager dans le quartier il y a peut-être 6 mois. C'est une question juste de propreté. Je sais que le maire Doré en a parlé. On a plus de poubelles, on a aussi des parcs à chiens. Et qu'est-ce que j'ai observé, c'est qu'en marchant, il faut quasiment que je regarde plus sur le trottoir qu'en avant de moi parce que je trouve que les chiens font encore beaucoup les besoins sur le trottoir. Fait que je demandais s'il y avait des règlements ou si on pouvait mettre peut-être plus de petits sacs alentour des poubelles pour améliorer notre propreté dans le quartier. C'est une observation pour le moment. Merci beaucoup. Bien, merci pour la question. En effet, il est aussi évoqué la notion là, du besoin de l'intention civique de tout le monde. Évidemment, on ne peut pas reposer uniquement là-dessus. Les travaux publics font plusieurs interventions en propreté. Évidemment, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour être capable de subvenir à cette tâche-là. Quand on parle d'enjeux là, avec les animaux de compagnie, bien là, on est vraiment à un stade là, très individuel là, auquel on fait appel. Ceci dit, M. le maire l'a mentionné, les interventions en propreté ne sont pas toujours faciles dans le secteur, mais vous avez peut-être vu cet été, on a fait plusieurs interventions un peu à l'image d'un chargement. Donc, on a mis de l'interdiction de stationnement sur des rues complète pour procéder là, de manière, on passe une fois, on fait bien le ménage. Évidemment, on ne peut pas répéter à plusieurs reprises, mais on essaie de justement trouver des nouvelles méthodes d'intervention pour répondre là, aux besoins d'entretien dans le secteur. Merci. Donc, la dernière question de la soirée.
Bonsoir. Pierre Saint-Cyr, résident de la rue de l'Inspecteur depuis 16 ans. Le maire Doré mentionnait tout à l'heure que les débuts du redéveloppement du Griffintown ont passé par là. Donc, ça va faire 20 ans qu'il y a des gens qui habitent sur la rue de l'Inspecteur. C'est le projet Lornaise, alors que ça va faire 30 ans ici là, que l'ETS est en opération. Avant de poser ma question sur la rue de l'Inspecteur, je vais me permettre de prendre 30 secondes pour peut-être amener un élément de solution à la question des maudites voitures, puis des maudits stationnements, puis des vignettes. Puis personne n'en a parlé ce soir. Il y a une station du métro. En fait, la station du REM Griffintown, ça va devenir, si c'est construit, une station de métro pour les résidents du Griffintown. C'est aussi simple que ça, parce que ça va mener à la gare centrale, ça va mener à la station McGill, ça va mener à Édouard-Montpetit. La bonne nouvelle, c'est que cette station-là, puis les élus ont peut-être certainement plus d'informations que moi, cette station-là était morte et enterrée, comme Mary Griffin depuis longtemps, là. Et les gens de CDPQ ont ramené ça à l'ordre du jour avec un bémol, c'est que ça ne sera probablement pas livré comme la balance du réseau en 2027, mais dans la grande équation, là, il faudrait peut-être que les gens se mettent à mettre des pressions sur CDPQ pour qu'on construise cette station-là. Merci, je ferme la parenthèse. La rue de l'Inspecteur, Mme Michra, bon, bravo. Puis, incidemment, bravo aux professionnels, vos présentations sont toujours très claires. A mentionné que les infrastructures dans ce coin-là remontent à des périodes antédiluviennes, aux épidémies. La borne Fontaine, qui est devant le poste du SPVM, a été remplacée l'an passé et elle datait de 1895. Ça fait qu'on en a vu passer des chiens, là, puis on revient toujours aux chiens. Ma question est très simple. On a vu un tableau tantôt. La rue de l'Inspecteur, avec ses vieilles infrastructures, vous la refaites quand? Ça ne sera pas Mme Michra qui va, à moins que tu veuilles répondre. En fait, elle est en ce moment en conception, la rue de l'Inspecteur, et la portion de la rue William entre Anne et Robert Bourassa. Donc, on est en train, en ce moment, de faire l'avant-projet détaillé. Ce qui est planifié actuellement, c'est des travaux en 2027. Il y a effectivement des gens de géotechnique qui ont fait les relevés sur de l'Inspecteur. OK. Donc, pour compléter ma question, quand est-ce que vous creusez dans la rue de l'Inspecteur entre la rue Notre-Dame et la rue William? Pour le phasage des travaux, je ne suis pas en mesure de répondre, à moins que Mme Michra ait plus d'informations, mais on est au début de la phase. C'est ça, on est en train avec l'idée de réduire la durée des travaux, là, on est vraiment en train de valider qu'on ait toute l'information nécessaire pour bien planifier le chantier. Vous êtes là depuis longtemps. Vous savez qu'à une réunion antérieure, vous avez probablement, ou vous vous rappelez peut-être, mais on avait annoncé qu'on allait faire une partie de ces infrastructures-là quand on faisait les travaux sur la rue William, directement au sud de la rue de l'Inspecteur. Donc, en ce sens-là, il y a des plans qui ont déjà été faits. Il faut par contre qu'on les mette à jour, parce qu'on veut s'assurer cette fois-ci, tant qu'à passer, qu'on vienne chercher les besoins additionnels, notamment s'il y a des gens qui ont besoin d'Internet ou d'électricité qu'on n'avait pas vu venir à l'époque. On veut s'assurer vraiment que tout ça soit pris en compte. Donc, comme le mentionnait ma collègue, mais ce que je veux m'assurer... Pardon? Oui. C'est juste pour vous dire, on valide ces études-là. En fonction de ce qui s'en vient, on va regarder aussi la question de la saisonnalité, puis on va regarder la question des chantiers qui sont potentiellement immédiatement adjacents, dont un en tout cas, il y en a un, je pense... C'est ça, vous me voyez venir, là, c'est... Le grand problème du Griffintown, là, puis ça ne s'est jamais fait, en tout cas en Amérique du Nord, là, le cas de l'Europe et d'autres choses, c'est qu'on a émis des permis de construction à gogo à partir de 2005, puis par la suite, on a fait les infrastructures, puis on a rouvert les rues. Okay? Alors là, je pense qu'on a émis un permis de construction pour la tour de 18 étages, là, le projet qui était en fast-track l'an passé sur de l'Inspecteur, entre Saint-Maurice et Saint-Paul. Là, ces gens-là, je présume que le permis est émis, right? Sont en excavation. Mais, et là, ce que je vois venir, là, ben, c'est Griffintown revisité. C'est-à-dire ce chantier-là, qui est 18 étages, c'est pas rien, là. À l'œil, 18 étages, structure de béton, il y a des experts ici, je suis certain, là. C'est 36 mois. OK? Alors, si vous faites des infrastructures dans de l'Inspecteur, si vous ouvrez de l'Inspecteur avant que ce chantier-là soit terminé, ça va être le chaos total. Okay? Je ne sais pas, là, monsieur l'ingénieur, je ne sais pas si vous êtes au dossier, mais ce que je vous dis ce soir, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir la rue de l'Inspecteur, faire les travaux avant
que la tour de 18 étages soit complétée. Puis s'il y avait une consultation publique sur le projet de tour de 18 étages, il n'y en a pas eu parce que c'est un 89.4 là, qui, dans le fond, bonjour l'acceptabilité sociale, bien, les gens seraient venus exprimer ça. Le propriétaire de l'immeuble Rodier, qui n'a jamais été consulté, puis by the way, l'immeuble Rodier, c'est un petit bijou, c'est un investissement privé, il n'y a pas une scène de subvention là-dedans, là. Il n'y a pas d'argent qui a été quêteux. C'est une entreprise qui paye ses taxes, là, qui paye à peu près $250,000 en taxes. Alors, où je veux en venir, c'est que si vous faites les deux chantiers de façon concomitante, vous allez tuer l'immeuble Rodier, qui est un flagship du Griffintown en termes de bâtiment puis en termes d'occupation. Alors, est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de travaux d'infrastructure qui vont se faire, qui vont créer cette confusion-là, tant que le projet de construction de la tour de 18 étages n'est pas complété? Merci. J'espère que je suis clair. Merci. Oui, j'entends bien votre question. Ce que je peux vous confirmer, c'est que toute la question de l'accessibilité dans le secteur va être regardée en détail, vraiment pour s'assurer que l'accès ne soit pas compromis, tant pour les résidents, il y en a certains qui se sont exprimés là tout à l'heure, tant pour les gens au niveau de l'édifice Rodier. Moi, en termes de calendrier de permis exact, là, malheureusement, ce n'est pas mon service qui a le pouvoir. Si ce n'est pas émis, c'est sur le point de l'être. Vous dites qu'il y a des travaux préparatoires. Je pourrais vérifier tout de suite si le permis est émis. Après la rencontre. Vous êtes toujours de bonne volonté, puis il y a toujours une drive des élus. Mais moi, je vous le dis, là, ça ne marchera pas. Okay? Vous allez regarder ça, là, mais ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas, je répète la 4e fois, vous ne pouvez pas ouvrir la rue de l'Inspecteur tant que le chantier de la tour de 18 étages n'est pas complété. Alors, vous me dites que vous allez regarder ça, mais ça, c'est l'histoire du Griffintown. Ça fait 20 ans. Puis, écoutez, là, je sais que vous êtes toujours de bonne foi les professionnels. Vous êtes des professionnels. Mais l'histoire, c'est ça. Okay? Alors, si je peux me permettre, oui, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la coordination du chantier, l'avantage de ce projet-là, auquel vous faites référence, c'est qu'il peut occuper un terrain adjacent. Donc, tout ce qui est en occupation du domaine public va être limité par ce projet-là parce qu'il y a l'espace. Donc, puis je peux vous rassurer aussi qu'avec l'équipe d'Amélie et Angélie, on collabore très bien. Puis l'occupation des chantiers, c'est une préoccupation, et la collaboration des chantiers privés et publics. Vous avez raison, il y a un terrain vacant qui appartient à la ville. Okay? Oui, exact. Vous ne comprenez pas le terrain, là. Les bétonnières, okay, qui vont être à la queue leu-leu, ce sera pas long, qui vont être à la queue leu-leu, là. Alors, tout ce qu'ils vont, on ne sait pas par où ils vont passer. Ils vont être sur la rue Saint-Maurice. Ils ne sont pas sur la rue Saint-Paul parce que le SPVM ne donnera jamais l'autorisation de limiter l'accès à la circulation. Alors, vous ne me rassurez pas quand vous dites que vous allez regarder ça, puis qu'il y a un terrain vacant à côté qui va peut-être être la solution. La solution, je répète la 6e fois, aucun travaux d'infrastructure sur la rue de l'Inspecteur, tant que le projet de tour de 18 étages n'est pas compliqué. On va juste répondre. Monsieur Doré. Bonsoir. Vous êtes plus figurant, là, tu sais, fait que je suis venu souvent comme figurant parler. Je rassure, là, le projet de tour de 18 étages de logements sociaux, c'est moi qui pilote le dossier à la Ville-Centre et je suis le maire de l'arrondissement, là. Fait que oui, on a déjà regardé avec utile les différents phasages. Le permis est sur le bord d'être émis. Il y a déjà des travaux préparatoires qui sont en train d'être faits. On a revu un calendrier récemment à la ville sur les différentes rues puis tout ça. Donc, on sera capable de sécuriser vraiment les gens puis de leur dire effectivement qu'il va y avoir un phasage intelligent puis qu'il ne va pas mettre en danger la vie de ce secteur-là. Fait que je veux qu'on reparte. Pierre, je vous connais bien. Oh, je veux que vous repartiez. Je ferai un bout là, jusqu'à chez vous tout à l'heure en marchant. Je vais être capable de vous convaincre que ça va être correct. C'est bon? Non, Benoît, vous ne me convainquez pas. La seule solution, c'est de ne pas faire, pour la 7e fois, de ne pas faire les travaux. Je l'ai bien compris, Pierre. Je sais que vous l'avez compris, OK? Bon. Mais... pas la 8e. Non, pas le 8e. OK, j'espère que c'est clair. Merci. C'est bien clair. Il y a des élections au mois de novembre l'an prochain. C'est votre... Alors, moi, j'inviterais Mme Tan Chanli pour venir vous donner les mots de la fin, vous partager les mots de la fin, puis après ça, je vais avoir quelques indications pour vous.
Bonsoir tout le monde qui nous regarde à la maison ici dans la salle. Merci d'être vous être présenté en grand nombre puis d'avoir exprimé un grand intérêt pour le développement de votre quartier, mais dans mon quartier aussi depuis 10 ans. J'y habite, fait que je vois la construction, le développement du quartier, ce qui était quand j'ai aménagé puis ce qui est devenu dans les 10 ans. Je veux juste terminer rapidement avec ce que le maire a mentionné tantôt avec le plan local des déplacements qu'on a adopté cet automne. Dans l'arrondissement, on a dû attendre pour le faire parce qu'on avait des gros chantiers de Turcot, Robert Bourassa, Bonaventure, etc. Donc, dans ce plan local, on parle beaucoup de sécurisation des déplacements pour tous les modes de transport, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Puis, un des projets qu'on va faire à court terme, de façon transitoire, parce qu'il va falloir, pour les aménagements permanents, il va falloir attendre un plus gros projet. Ça va être de sécuriser la rue Wellington pour les traverses nord-sud, surtout pour les piétons. On sait qu'on a beaucoup d'enjeux au niveau des intersections Anne, du Shannon, Young et Murray. Donc, au printemps, on va venir sécuriser la traverse. On ne peut pas installer des feux de circulation partout, des stops partout, mais on va venir mettre un aménagement physique qui va réduire la vitesse, permettre aux piétons de traverser nord-sud sur la rue Wellington, parce qu'on sait il y a une pharmacie, il y a une clinique, il y a une garderie Bonaventure de M. Hakim qui est juste là, de l'autre côté. On a aussi beaucoup de nouveaux résidents maintenant que le projet Wellington sur le bassin a été livré cette année. Donc, on a beaucoup de traverses de gens qui font nord-sud pour aller au commerce du côté nord de Wellington ou aller du côté sud. Donc, ça, c'est un des projets qu'on va réaliser au printemps de façon transitoire, en attendant qu'on revoie toute la configuration de l'entrée de ville du pont Victoria, Bridge, Wellington, avec toute la circulation qui nous provient de la rive sud. Aussi, dans notre plan de déplacement, on a aussi agrandi notre réseau 4 saisons des voies cyclables. Donc, avec William et Ottawa qui ont été déneigés 4 saisons, bien là, on a vraiment un lien avec le rêve Peel. Puis Ville-Marie sont en train de finir le rêve sur Saint-Antoine. Donc, on aura vraiment des connexions est-ouest de l'arrondissement Ville-Marie puis du sud-ouest qu'on va pouvoir faire de façon sécuritaire toute l'année. Puis en même temps, aussi, demain, en conseil d'arrondissement, on va octroyer le contrat pour le déneigement de la piste du canal. En fait, ça fait 3 ans qu'on déneige la piste du canal pour justement sécuriser les déplacements entre le marché Atwater et le bassin Peel. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous mentionner rapidement. Puis aussi, il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur le pavillon de MR63. Je vois Frédéric qui est là. Puis il m'a confirmé que les travaux devraient commencer en 2025. Donc, vous devrez voir les pépines arriver, peut-être les wagons de métro, etc., qui vont monter le pavillon. Puis on va pouvoir en profiter dans une couple d'années avec toute la programmation culturelle et astronomique qu'ils vont nous offrir. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous. Donc, merci beaucoup, Mme Lamie. Je vous remercie de votre participation à toutes et à tous ce soir. Quelques petits rappels. La présentation va être déposée prochainement sur le site montréal.ca, barre de recherche Griffintown. Un sondage d'appréciation également va être acheminé à vous, bien évidemment, et vous recevrez également par écrit un document qui va rassembler les questions-réponses et celles peut-être auxquelles on ajoutera des réponses qu'on n'avait pas ce soir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire aux avis de travaux électroniques en visitant le site, toujours, montréal.ca Griffintown. Vous pouvez également poser vos questions à l'agent de liaison en écrivant à griffintown@montréal.ca et bien sûr vous abonner au groupe Facebook Projet Griffintown. Alors finalement, pour les participants qui sont présents ce soir dans la salle en personne, avant de quitter, si vous avez des questions spécifiques ou encore vous avez d'autres réponses que vous souhaitez obtenir puis qui vous titillent, alors je vous invite à aller visiter les kiosques qui sont à l'extérieur de la salle. Vous pourrez discuter avec les professionnels de la ville. Puis si vous avez des questions spécifiques, bien, ils seront là pour vous accueillir. Pour les gens qui sont en ligne ou encore en rediffusion, bien, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On a tenu compte de vos questions qui ont été posées à l'avance. Alors, à toutes et à tous, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Pour ceux qui s'en vont visiter les kiosques, de fabuleux échanges. Et j'en profite pour souhaiter à tout le monde de merveilleuses, joyeuses fêtes de fin d'année. Merci.